Bienvenue dans Triathlète, le podcast qui met en avant les acteurs du sport en France. Je suis ton hôte Quentin Lissard. Aujourd'hui, on reçoit Jessica Vetter, qui est coach, entrepreneuse et ancienne athlète de haut niveau. Et en l'espace de, je dirais, 6-8 mois, mon corps s'est métamorphosé. J'étais pas celle qui disait « je vais gagner ». Pas du tout. Par contre, j'avais peur de rien. Et je me rappelle de certains commentaires ou remarques où les gens me disaient « tu te dopes ». Moi, ce que j'aime, c'est le crossfit pur et dur. C'est celui qui fait mal, mais qui est simple. Lumbago, hernie, en vrai, j'ai pas envie de dire que c'est pas grave, mais c'est des choses qu'on peut soigner, tu vois. Moi, on pouvait pas me soigner. Et donc, tu apprends à vivre avec un corps étranger dans ton corps. Et tu n'es plus jamais la même personne. J'ai pas peur de dire que j'ai eu des compètes très importantes où je ne voulais pas avoir mes règles, où j'ai repris la pilule. What's up les boys, j'espère que ça va. Oui. Aujourd'hui, on reçoit Jessica Vetter dans le podcast, qui est on va dire une doyenne quand même du crossfit en France, mais t'as eu beaucoup de vie, on va dire. Ça commence. Non, mais tu vois, je savais pas comment commencer. Ok, la doyenne. Non, pas la doyenne, mais t'as été quand même l'une des premières personnes, on va dire, à vraiment pratiquer le crossfit à haut niveau, en tout cas en France. Et ce qui m'a fait rire, c'est qu'en plus, il me semble que tu avais fait une pub pour Reebok au tout début, non? Ah oui, la première année, c'est vrai. Il t'a mis dans la sauce un peu avec ça. Un peu, ouais. Tout part de là, d'ailleurs. Tout part de cette rencontre. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai découvert le CrossFit, d'ailleurs. Et oui, c'est vrai, on avait fait une vidéo pour un peu mettre en avant l'arrivée du CrossFit en France, mais je savais pas du tout ce que c'était. À l'époque, c'est quoi, 2012, 2014, non? Ouais, 2012, ouais. Ouais, 2012, ça arrive vraiment en France. 2011, ça avait un peu commencé, tu vois, il y avait des personnes qui pratiquaient. Et 2012, moi, je débarque vraiment par hasard, quoi, tu vois, ça me tombe un petit peu dessus. Et oui, je me revois faire le fameux triangle Reebok. Et j'avais travaillé avec la team du Louvre, Daniel Jaffé, Reebok. C'était vraiment la belle époque, mais parce que c'était la découverte, tu vois, c'était nouveau, donc on s'attendait pas. Enfin, en tout cas, moi, je m'attendais à rien, en fait. Mais tu pensais que le CrossFit prendrait autant d'ampleur? Parce que tu vois, on a vu qu'il y a une grosse tendance vers le haut. Là, tu vois, moi j'ai arrêté le CrossFit il y a 1 an et demi, 2 ans. Voilà, pour moi, ça stagnait un petit peu. Et là, j'arrive pas vraiment, tu vois, à savoir si c'est encore en pente ascendante ou si ça stagne tranquillement. Je crois qu'on est quasiment à 1000 box, il me semble, de CrossFit en France. Ouais, alors, 800, 900. Moi, je m'étais arrêtée dans les 700-800. Ok, ouais. Après, je sais pas si on a passé la barrière des 1000 box affiliés, en tout cas. Ouais, affilié, t'as raison. Alors, moi, personnellement, au début, je m'attendais pas à grand-chose, puisque tu sais, forcément, quand une nouvelle discipline arrive, tu sais pas trop ce qui va se passer. Et puis, moi, j'étais vraiment à fond dans le fitness. Bah ouais. Donc, même si le CrossFit fait partie intégrante du fitness, moi, j'étais à fond dans les cours Les Mills, donc c'est vraiment les cours collectifs dans les salles de fitness. Mais c'est quoi, justement? Parce que moi, partout, je vois ça. De quoi? Bah justement, ce que tu viens de dire, les Smiths. Les Mills? Ouais. Et en fait, je sais que c'est un truc qui marche beaucoup, tu vois, t'as le Fitex, etc. Ils avaient fait un gros truc. Incroyable. Non, c'était fou. Pour moi, je veux pas de guéguerre. Non, mais justement, ça m'intéresse, parce que je connais pas trop. Les Smiths, pour moi, c'est vraiment une des disciplines du fitness qui a vraiment été très portée en avant, qui a vraiment marché à travers le monde entier. C'est vraiment, si tu veux, c'est des cours collectifs où tu vas choisir en fonction de la discipline que tu aimes, et tu peux choisir en fonction aussi de tes préférences. Donc tu vas avoir le body attack qui va être inspiré de l'aérobic, tu vois, les cours aérobiques. Ouais. Tu vas avoir le body combat qui va être inspiré des sports de combat. Ça marche bien, ça, d'ailleurs, body combat. Ouais, bien sûr. Le body balance, tu vas voir que c'est inspiré du yoga, du pilates et du tai chi. Tu vas avoir les cours de body jam, donc c'est de la danse. Tu vas avoir les cours de RPM, c'est le vélo en salle, un peu comme le cycling aussi. Okay. Et donc tu vas avoir un peu des concepts où les coachs vont se former, donc ils vont passer des diplômes. Et le principe, c'est de tous les 3 mois faire toujours la même chorégraphie. Donc tu apprends une chorégraphie qui est identique à travers le monde. Donc il y a une espèce de quand même communauté qui se crée où tout le monde va faire exactement la même chose. Donc moi, par exemple, ma spécialité, parce que j'avais plusieurs, on va dire, concepts que j'appréciais donner, mais par exemple, un de mes préférés, c'était le body attack. Et donc tous les 3 mois, j'apprenais une nouvelle chorégraphie et je coachais donc dans les salles de Paris. Pendant 3 mois, la même chorégraphie. Après, tu peux faire un petit peu des mix. Et en fait, ce que les gens, ils appréciaient, donc tu avais le côté très animation. Ouais. Donc, c'est les connexions entre le coach et les pratiquants. Le fait que
tu connaisses la chorégraphie, tu as le côté voilà, mémorisation, tu as mémoire qui est vachement mis en avant. Donc ça permet aussi aux gens d'être rassurés, de répéter tu vois, les choses. Ça a été énormément aussi critiqué, mais ça reste, en tout cas, à mon sens, une belle discipline. Voilà, je suis partie pour plein de raisons, mais ça fait partie des concepts. En tout cas, les SMIL, ça fait partie de la discipline qui m'a permis d'évoluer dans le sport. Bah justement, c'est ce que tu dis, c'est important parce qu'on a commencé un peu comme ça sur une question un peu directe, sans vraiment te présenter, tu vois. Donc, tu as fait différents podcasts qu'on s'est dit en off, on va pas forcément revenir dessus parce que ce serait faire des redites. Je passe le bonjour à Extraterrain, Biomécanique, où tu es passé dedans. Mais si, voilà, on devait juste refaire un historique rapide de ton parcours et de ta situation actuelle, où tu en es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu nous dirais ? Déjà, j'ai toujours baigné dans le sport, puisque j'ai fait 16 ans de gymnastique artistique, donc les agrès, saut, barre, poutre et sol, c'était mon sport, on va dire. Après, j'ai été entraîneur de gymnastique, donc j'ai travaillé dans mon club de gym. Après, j'ai eu aussi une autre vie, puisque j'ai arrêté le sport à l'âge de 21-22 ans. J'ai voyagé, j'ai travaillé notamment à l'étranger, j'ai travaillé pour le Club Med, j'ai touché un petit peu à tout. Je me suis un peu éloignée du sport et je suis revenue à l'âge de 25 ans où je me suis formée pour avoir mon diplôme d'entraîneur, mon diplôme en tout cas de coach sportif, donc le BPGEPS, avec les 2 mentions. Donc moi, j'avais vraiment la partie forme et force qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc, ça m'a permis, avec ce diplôme, de coacher donc en salle des cours collectifs et aussi sur les plateaux de muscu, donc faire du one-to-one, des programmes sportifs. Et c'est là que tout est parti. J'ai passé beaucoup de temps à coacher dans les salles de fitness à Paris. Et après, j'ai eu ma rencontre avec le CrossFit. Et c'est vrai que là, il y a eu comme un... Je ne sais pas si on peut appeler ça un déclic, mais en tout cas, pour moi, ça a été un tremplin et une autre période de ma vie qui a été très intense. Très, très intense. Mais j'ai commencé, j'étais... comment on appelle ça ? Assistante. Donc... Ok, ouais. Ouais, j'étais assistante. C'est-à-dire que j'étais pas du tout dans la compétition. Je voulais coacher, mais il fallait passer par certaines étapes, il fallait se former, puisque je sortais du fitness. Donc un squat complet, je ne savais pas ce que ça voulait dire. L'épaulé jeté, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Oui, je suis gymnaste, mais la gymnastique dans le milieu du CrossFit reste différente de la gymnastique du sport. Donc il a fallu que je passe quand même pas mal de temps à me former, donc la pratique vraiment sur le terrain, et aussi avec le level 1, le level 2, donc les diplômes, on va dire, officiels du CrossFit. Et c'est là où, oui, en fait, pour moi, j'ai senti une bascule, tu vois, parce que j'ai eu plein de... ma pratique, elle a évolué, puisque j'ai pratiqué, donc je me suis dit, ah oui, en fait, je pensais que j'étais en forme, avec toutes mes années de fitness, je pensais vraiment que j'étais en forme, et je me suis vite aperçue qu'en fait, mon corps ne faisait pas de fonctionnalité, tu vois, je faisais vraiment le côté animation dans les cours collectifs, mais j'étais pas fonctionnelle. Donc j'ai déjà appris ça. Ça m'a vachement intéressée. Je suis passée donc assistante. Après, j'ai commencé à coacher. Et c'est de fil en aiguille où, petit à petit, il y a des gens qui vont me mettre sur la route de la compétition. Ça vient pas de moi. Ah oui, donc c'est pas toi qui voulais faire de la compétition initialement. Non. D'ailleurs, à cette époque-là, la compétition, c'était pas... je savais même pas qu'il existait des compétitions de CrossFit. À l'époque, les compètes, ouais. Il y avait des games déjà à l'époque ? Alors oui, bien sûr. Okay, mais si tu veux, on est sur les toutes premières années. Ouais, donc, par exemple, en France, il n'y a qu'une seule compétition à l'époque, c'était les French Throwdown. Oui. Il n'y avait pas d'autres compétitions, tu vois. Donc, en fait, on me met tranquillement sur le... On me dit, tu devrais essayer, tu bouges bien, tu as des bons résultats, tu es une ancienne gymnaste. Donc forcément, la gym a été débloquée très rapidement. L'haltéro, pas du tout, tu te doutes bien, ça a été... c'est un peu l'opposé, entre guillemets, quoi. De toute manière, l'haltérophilie, on le sait. Enfin, les gens qui me connaissent, ils savent que ça a toujours été... L'haltéro, c'est dur aussi. Hein. En fait, c'est une discipline que j'apprécie énormément. Il faut savoir que j'adore l'haltérophilie, c'est juste l'haltéro qui ne m'aime pas. Mais T'as galéré un peu au début, tout ce qui était snatch, tout ça ? Parce que moi, c'était un enfer. En fait, j'ai tellement galéré que après j'ai fait 2 ans en club pour apprendre, tu vois, au club de Neuilly. Donc... Beaucoup font ça d'ailleurs, beaucoup sont en Neuilly aussi. Il y en a pas mal sur Paris qui sont... Si tu veux, j'avais, à ce moment-là, c'était pour moi pour 2 raisons. Le métier de coach, en fait, je voulais être en capacité d'enseigner l'haltérophilie de manière de l'école de l'haltérophilie, parce qu'il faut savoir que l'haltérophilie dans le CrossFit, c'est appris de manière différente. Donc moi, j'avais les 2 casquettes, tu vois, j'étais capable d'enseigner les deux disciplines.
entre guillemets. Et après, c'était pour la partie compétition, puisque je commençais à faire des compétitions et je voyais bien que les barres, elles stagnaient. Et vu que j'ai pas envie de dire que je bougeais mal, c'est juste que je pense qu'il y avait plein de choses où j'avais pas conscience, mais je pense qu'à notre époque, en tout cas ma génération, personne n'avait conscience, un peu entre guillemets, tu vois, de ce qu'on faisait. Et c'était, ok, t'as validé 60 kilos, vas-y, viens, on essaye 65. Tu vois, il y avait... C'était le début, ouais. C'était le début, il y avait beaucoup d'engouement, ouais. et puis il faut dire la vérité, quand tu commences le CrossFit, et si tu fais ça sérieusement, tu progresses très vite. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui te rend addict aussi à ce sport. Oui, et c'est compréhensif. Ouais. Et moi, j'adore, parce que les gens qui se mettent un petit peu, pas à fond, mais qui prennent ça au sérieux, ils ont des résultats physiques, et même après, ça joue sur le côté psychologique. Et je veux dire, toi, ton être entier, et je trouve ça génial. Mais ça a des conséquences, ça peut avoir des conséquences, ça a ses limites, et bon, ben voilà, moi, clairement, ça aussi, ça a joué. Donc voilà, ma génération, clairement, ça allait vite. Allez, vas-y, essaye, quoi, ça passe, on s'en fout que t'aies les fesses en l'air et le dos, je te fais, voilà, l'image, bon. C'est un peu d'ailleurs ce qu'il y avait eu au CrossFit, tu sais, le CrossFit c'est un sport où tu peux te blesser. Enfin, je trouve que le CrossFit a pendant longtemps eu cette image, maintenant un peu moins. Parce que c'est ça qu'on n'a pas dit au début, pas précisé, mais pour être coach de CrossFit, du coup, tu passes ton BGEPS, BPGEPS, après level 1. Ouais, level 1, level 1, et maintenant ça t'as jusqu'à level 4, je crois, il me semble. Level 4. Donc tu vois, t'es quand même encadré. C'est vrai que au début, forcément, la discipline, tu commençais, etc. Maintenant, franchement, tu vas dans une box de CrossFit. En tout cas, moi, j'étais à Louvre. D'ailleurs, je les salue. Je te jure que le coach, franchement, il te lâche pas. Hein. Si en haltéro, t'as le dos qui est un peu rond, etc., il va te dire décharge, ou alors si tu veux continuer de monter, t'as un bourrin, mais tu vas te blesser, tu vois. Donc c'est bien aussi d'avoir l'évolution, tu vois. Après, c'est comme dans tous les métiers, il y aura toujours, entre guillemets, tu vois, des coachs compétents, pédagogues, qui vont avoir l'œil, qui vont avoir aussi le goût du coaching, il faut dire, parce qu'il y en a qui prennent ce métier, mais qui savent vraiment pas ce que c'est, hein. Juste parce qu'ils pensent que c'est fun et que on va avoir des horaires cool, on va être bien payé, puis on va avoir du temps libre. Coacher, c'est pas ça. Moi, je suis aussi passée par le Louvre, donc évidemment, je peux en parler. Ouais. J'ai été extrêmement bien formée déjà parce que je suis gymnaste, donc tu te doutes bien qu'avec un sport comme la gymnastique, qui est un sport qui est très sévère, qui est très... c'est dans le détail, c'est dans la précision, c'est dans la perfection. Après, le fitness, on peut dire ce qu'on veut. Moi, j'ai passé tous mes diplômes dans le fitness. Si je reprends les SMILS, je peux t'assurer que le point, il fallait qu'il soit là, il fallait pas qu'il soit là. Tu vois, il y avait vraiment... On ne se rend pas compte de ça, nous. Ouais. Non, parce que c'est pas le but. Bah oui, bien sûr. Le but, c'est pas que les pratiquants voient le travail de fond, tu vois. Et dans le fitness, on peut dire ce qu'on veut. Moi, j'ai fait des formations qui m'ont appris à me tenir sur une estrade, à bien parler, comment coacher, le regard, les contacts avec les gens, comment je peux coacher 100 personnes si je suis toute seule sur une estrade, qu'est-ce que je dois dire, à quel moment, de jouer avec la musique, le tempo, la vibe, l'ambiance, les rythmes, enfin, c'est un vrai métier. Ça, c'est plus de l'animation, certes, mais avec le CrossFit, moi, je suis rentrée dans le vif du sujet de la fonctionnalité du corps humain, et pour moi, vraiment, ça a été une vraie bascule. Et tu vois, le CrossFit, moi en tout cas, c'est dans tous les sports que j'ai fait sport de combat, street, workout, musculation, CrossFit. Je trouve que le CrossFit, on en parlait un petit peu au début, mais c'est vraiment là que je pense que j'ai eu ma meilleure condition physique, que vraiment, tu vois, en si peu de temps, mon corps, il a changé, tu vois. Est-ce que toi, t'as eu pareil et c'est vrai que, tu vois, on a un peu le truc de... Et après, moi, j'étais un peu bête parce que je me disais, ok, bah peut-être que lui, je sais pas, il fait peut-être un sport qui est pas du CrossFit. Ce qu'il fait, c'est pas du sport, parce qu'il y va doucement, tu vois. C'était le discours que j'avais aussi. Non, mais c'est ça, voilà, justement, t'as des podcasts où t'en parlais. Voilà, est-ce que déjà le CrossFit, c'est un sport qui est efficace ? Est-ce qu'il y a des sports qui sont plus efficaces que d'autres ? Voilà, toi, c'est quoi un peu ton ressenti par rapport à tout ça ? Alors, je crois que j'en avais déjà parlé, peut-être en podcast, ou alors, ça sera une anecdote. Faut savoir que quand j'étais prof de fitness à Paris, je donnais entre 27 et 30 heures de cours collectifs par semaine. C'est beaucoup, hein. Je te laisse imaginer, voilà, le volume de coaching. Quand on coach en salle de sport, dans les cours collectifs, on fait les cours. C'est ce que j'ai demandé, donc tu fais les cours. C'est pas du tout, on n'est pas juste en train de parler avec les gens et de leur dire fais ci, fais ça. On est vraiment dans l'effort, entre guillemets, on fait pas que du mime, tu vois, vraiment, on fait les mouvements. Donc, c'est-à-dire que de 7-8 heures du matin à 22 heures, je faisais les cours collectifs. En plus, j'allais à droite, à gauche, dans plusieurs salles. Il y avait des cours beaucoup plus
chill, tu vois, comme du stretching, abdos fessiers, et puis il y avait des cours plus intenses comme le cycling, du body attack, bref, du HIIT, enfin, il y avait plein de choses, voilà. Et donc, je faisais, entre 27 et 30 heures de cours collectifs. J'ai eu ma transition avec le CrossFit. Donc, j'ai commencé à réduire un peu les cours collectifs, déjà parce que j'étais épuisée. J'ai commencé à m'intéresser au CrossFit et je crois que je faisais 2 WOD par semaine, pour te dire. Ouais, ok, ouais. 2-3 WOD. Ouais. Je me rappelle, c'était le mardi, le mercredi et le vendredi. Ça devait être quelque chose comme ça. Et en l'espace de, je dirais, 6-8 mois, mon corps s'est métamorphosé. Je suis pas étonné. Et les gens dans le fitness, puisque les gens me côtoyaient donc dans le milieu du fitness, et dans le milieu du fitness, voilà, on est toujours short, brassière. Et mon corps avait évolué, mon corps avait été beaucoup plus tonique, beaucoup plus ferme, beaucoup plus marqué, athlétique. Et les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu fais Est-ce que c'est tes 5 heures de body attack par semaine? Et donc justement, j'avais expliqué aux gens, j'avais dit, en fait, non. Mais je donne mes cours, mais je m'entraîne maintenant à côté. Et je fais que 3 heures par semaine. Et mon physique s'est métamorphosé. Et ça, c'est la première étape. Parce que quand je bascule à 100% le CrossFit, mon corps... Oui, et je me rappelle de certains commentaires ou remarques où les gens me disaient, tu te dopes. Parce que... Mais en fait, c'est pas possible. Tu étais comme ça et en l'espace d'1 an, tu deviens comme ça. Tes perfs, elles explosent. Mais parce que là, je m'étais dédiée au CrossFit en l'espace d'1 an quand tout a basculé. Et j'ai vu les performances, elles ne sont pas que physiques. Hein. C'est des performances sur ta condition physique. Ah oui, parce que t'as raison. Ouais. Ton cardio, visuel, sur ta force. Voilà. Et en fait, j'ai explosé. En plus, j'étais pas si jeune que ça. Hein. Faut savoir que moi, j'attaque très tard le CrossFit. T'as commencé à quel âge ? Contrairement au... Je te parle de la compétition, là. Oui, bien sûr. J'attaque à 28 ans, quoi. Ok. 28 ans, c'est déjà trop tard, en fait, si tu veux faire de la compétition. Après, t'es quasiment en master, quoi, après. Enfin, c'est à 35. Ouais, c'est 35. Mais tu vois, ça m'a laissé une petite marge, entre guillemets, en élite. Tu peux pas vraiment exploser ton niveau en l'espace de 1 ou 2 ans. Dans le CrossFit, il faut quand même... il y a tellement de choses à maîtriser. Voilà. Et puis, il faut laisser le corps se faire, tu vois. Il faut que tu t'habitues. Il y a beaucoup de choses à... Il faut de l'expérience aussi. Il faut du terrain. Il faut un peu que tu te casses la gueule. Enfin, tu vois, il faut... Donc, voilà, j'arrive tard. Mon physique évolue énormément. Mes performances physiques sont, entre guillemets, à ce moment-là, elles sont pas incroyables. Même si, évidemment, ma mère va me dire c'est incroyable. Mais dans le vrai milieu du CrossFit, on va me dire... T'as vachement progressé, c'est incroyable. Enfin, c'est fou, tu vois. Donc, oui, pour moi, il y a un vrai aspect santé et performance dans le milieu du CrossFit quand c'est bien fait. Ça, c'est... Allez, je te renvoie la balle. Allez, hop. Tu m'envoies... en fait, il y a 2 trucs déjà. C'est que, en fait, moi, je vois beaucoup de personnes qui s'entraînent. Comment te faire la question relativement simple, mais déjà, je pense qu'il y a un truc où les gens s'entraînent mal. Ça, c'est normal. Parce que les gens ne savent pas comment s'entraîner. Ce qui est bien dans le CrossFit et dans les cours collectifs, c'est que tu es encadré par un coach qui est normalement compétent. C'est ce qui te fait progresser. Tu vois, moi, actuellement, je suis en train de découvrir un nouveau sport et je suis coaché par quelqu'un. Ne me dis pas que c'est le paddle. Salue. Non. Non. J'ai rien contre le paddle. Mon beau-père, GG, il fait du paddle. Il est bien classé. Je le soutiens. Mais tu sais que paddle, j'ai fait une vidéo justement où j'ai essayé le paddle. Putain, je te jure que quand tu joues, après, c'est comme tous les sports. C'est très dur, faut pas quand tu joues avec quelqu'un qui est à ton niveau, c'est fatigant. J'aimerais vous parler d'une nouveauté que nous mettons en place dans le podcast. Toutes les semaines, nous mettrons désormais en avant une association. Cette semaine, j'aimerais donc vous parler d'une cause qui me tient à cœur. C'est l'association Un combat pour Aiden. Elle soutient un petit guerrier atteint d'une maladie rare. Elle se bat au quotidien pour améliorer sa qualité de vie. C'est un combat de chaque instant et je suis vraiment fier de les soutenir. Et pour les aider encore plus concrètement, vous pouvez acheter la carte solidaire de notre invité du jour pour les soutenir. Le lien pour acheter la carte se trouve dans la description. Je vous laisse maintenant avec l'épisode du jour. Bonne écoute. Mais du coup, on parlait du CrossFit. Est-ce que tu penses que c'est le CrossFit, que peu importe le coach que tu aurais eu, tu aurais progressé, ou c'est vraiment le coach qui t'a fait aussi peut-être bien apprendre les choses, etc. Versus, est-ce que les autres sports comme le fitness, etc., au final, c'est pas si efficace que ça ? Je sais pas si la question elle est claire, mais tu vois, il y en a 2. Il y a 2 questions, c'est toujours comme ça avec moi. Alors déjà, est-ce que si j'avais été, on va dire, dans une autre box et avec d'autres coachs qui m'avaient encadré, est-ce que j'aurais atteint, entre guillemets, le niveau que j'ai atteint à l'époque ? Ça, je pense qu'on ne le saura jamais de toute manière. Bien sûr, oui, c'est sûr. Moi, je pense que c'était surtout, finalement,
la personne que j'étais au fond. J'ai toujours été compétitrice. Donc si j'avais été dans une autre salle, je pense que de toute manière, j'aurais... Tu vas aller plus loin, quoi. Je pense que, quoi qu'il en soit, j'aurais pris le chemin de la compétition. Je pense que j'aurais fait des trucs très sympas parce que je lâche rien. Je suis quelqu'un qui, quand j'ai quelque chose en tête, je le lâche pas. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que, entre guillemets, les gens avec qui j'ai travaillé, ils appréciaient aussi de travailler avec moi parce qu'ils me disaient, en fait, t'es genre... c'est pas genre t'es bête et têtu, tu vois. C'est juste, t'écoutes. Ouais, tu vois, tais-toi. Fais ça, ça va marcher. Et puis, moi, j'étais bête et disciplinée. Un peu comme la gym, finalement. Tu fais ça et tu te tais, en fait. Hein. Tu as dit monter de cordes, tu te tais, en fait. Tu négocies pas. Donc, non, mais je pense que j'étais très conditionnée pour la compétition et j'étais très disciplinée. Je sais pas du tout où est-ce que j'aurais atterri. Je pense que mon chemin a été le chemin qu'il a été, avec des choses qui auraient pu être améliorées. Et d'autres où c'était des bonnes décisions. Ce que tu dis, c'est intéressant. Et par rapport à la question du fitness, on la fera après. Mais est-ce que tu penses que du coup, on est conditionné de naissance ou on est conditionné par le monde qui nous entoure? Ah, pétard, on va loin là. Non, mais c'est pas grave. Mais c'est des questions. Moi, ça m'intéressait de comprendre en fait pourquoi il y en a qui vont loin dans la compète et qui performent. Tu sais, ils ont le truc en eux. Et pourquoi il y en a qui l'ont pas, tu vois? Je pense que c'est quelque chose que tu as en toi. Je pense, hein. Après, effectivement, il y a l'environnement où tu vas évoluer, l'éducation que tu vas recevoir, les sports que tu vas toucher ou pas toucher. Mais quand les gens me disent, mais, entre guillemets, à l'époque où je fais des résultats, les gens me disaient « Oui, mais toi, t'es gymnaste », j'aimais bien rappeler qu'en gymnastique, j'avais aucun talent. C'est-à-dire que je n'ai pas touché le haut niveau en gymnastique, Dieu sait que j'aurais aimé, parce que j'avais pas les capacités. Tu vois, tous les examens que j'ai faits en gymnastique, qui pour aller plus loin, pour aller en sport-études, pour aller toucher un peu plus le haut niveau, à chaque fois, c'était Jessica, elle a des capacités, elle n'a pas de talent, elle a des capacités, mais d'un point de vue mental, d'un point de vue psychologique, ça ne suivra pas. Parce qu'elle ne va pas écouter, parce qu'elle est un peu faux-folle. Tu vois, ça, c'était moi. Okay, mais ça a toujours été... Et d'ailleurs, dans le CrossFit, ça a mené exactement à la même finalité. C'est-à-dire que je n'avais pas de talent. Je n'avais aucun talent. Par contre, là, j'avais envie de réussir. En fait, à partir du moment où il y a eu des gens qui m'ont dit « Tu ne feras rien dans le CrossFit parce que tu es trop vieille, tu n'as pas le niveau, tu es nulle en barre lourde, tu vois, en haltéro », ça pique un peu le... Ça, faut pas me le dire. Ouais. En fait, à partir du moment où je décide quelque chose, c'est moi qui le décide. Donc, tu vois, ça a été compliqué de pousser un peu les barrières aussi et de dire, ça j'écoute pas, ça j'écoute pas. Et puis au final, j'ai fait à ma sauce. Mais je rappelle, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que tu as en toi. L'esprit de compétition, tu vois, la combativité, le challenge, le dépassement de soi. Parce que moi, j'ai des tas d'amis qui font du sport, mais qui détestent la compétition et qui sont plus forts que moi. Ouais, c'est ça, voilà. Tu vois ce que ça les angoisse, limite, de faire des compétitions. Dès que tu les mets dans le cadre de la compétition, ces personnes-là perdent leurs moyens. Donc après, il y a des choses à mettre en place pour aider ces personnes-là, pour essayer de basculer, d'aider, on va dire, le mental, c'est de la prépa mentale. Hein. Et puis, il y a des gens qui l'ont. Et moi, à chaque fois, en compétition, tu vois, j'étais vraiment quelqu'un qu'on ne voyait pas venir. Hein. Moi, j'étais pas mise en avant, j'étais pas impressionnante, je faisais rien d'ailleurs d'impressionnant. Par contre, j'étais toujours constante. Tu vois, j'étais là, quoi. Et surtout, j'avais une attitude. Et ça m'a toujours suivi. Toujours, je disais attitude is everything. Et du coup, les gens me disaient tu fais peur, Jess, en compète. Alors que moi, je disais mais ce que tu sais pas, c'est que moi, j'ai super peur. J'ai trop peur. Sauf qu'en fait, je pense que c'est ma personnalité et puis c'est la manière dont j'ai géré ma vie qui m'a menée jusque-là. Et voilà, après, j'ai aussi fait de la prépa mentale. Oui, mais bien sûr. T'en as fait un peu, ouais. Oui, j'en ai fait un peu, mais tu vois, c'est de fil en aiguille comment je me suis construit et qui a fait que, en compétition, franchement, j'avais la gagne, quoi. Mais j'étais pas celle qui disait je vais gagner. Pas du tout. Par contre, j'avais peur de rien. Voilà, j'avais du très bon stress. Comme en gym, très bon stress. Tu vois, il y a plusieurs points déjà pour expliquer un petit peu rapidement aux personnes qui nous écoutent. C'est qu'en CrossFit, bon, je vais la faire très très courte, mais il y a plein de façons En fait, c'est tellement complet, mais en fait, on dit que souvent les gymnastes, tous ceux qui viennent de l'haltéro, etc., auraient au départ un petit avantage, parce que tu as quand même beaucoup de mouvements au CrossFit qui utilisent ces deux spécificités, même s'il n'y a pas que ça.
Donc pour ça qu'au début, on parlait aussi beaucoup de gymnastique, de gym en mode voilà, Jessica, t'es forte en gym, donc etc. Tu peux réussir. Moi, il y a un truc que je sais pas si t'en as parlé dans les podcasts, mais ce qui est quand même cool avec toi aussi, c'est que du coup, t'as vu aussi des compétences de CrossFit évoluer. Toi, t'as commencé au début, mais c'est un truc con, mais tu vois, t'as commencé au début, et en fait, je pense que au début, c'était un petit peu old school, mais quand tu fais les French notamment, ou tout ça, t'as aussi après les poids qui évoluent, ils mettent de plus en plus d'épreuves. Ça, comment tu l'as vécu un petit peu, voilà, ce changement dans le CrossFit, avec cette montée en charge parce que c'est quand même pas évident, hein. Oui, Quand tu j'ai dois grandir vraiment... avec tout ça... Quand mes premières compétitions, déjà, il n'y en a qu'une par an. Hein. Bah ouais. Il n'y en a pas tous les week-ends, dans toutes les boxes, dans tous les coins de France. Ouais. Non. Tu peux pas vraiment choisir. Tu te concentres sur une compétition. Déjà, il faut se qualifier. Il n'y a pas beaucoup de place. Ouais. Alors oui, on était moins nombreux, certes, mais il n'y avait quand même pas beaucoup de place. Il n'y avait pas autant de catégories. C'était soit tu étais RX, soit tu étais Scaled. Tu vois, tu n'avais pas les intermédiaires, les élites. Il y avait que RX et Scaled. Ouais, oui, d'accord, ok. Tu avais 2 catégories. Tu avais la possibilité de faire en équipe, mais tu n'avais pas de niveau, tu n'avais pas de master. Enfin, tu vois, déjà, ça conditionne, tu vois. Ouais. Donc, t'as pas 20 000 options. Tu te concentres sur une seule échéance dans l'année. Après, tu vas aussi au niveau européen. C'est pour ça que, vraiment, à mes débuts, j'ai fait beaucoup de compétitions européennes parce qu'il n'y en avait qu'une en France. Et elle était toujours en fin d'année, tu vois, au mois de juin. Donc, voilà. Et après, comment ça évolue ce qui s'est passé, c'est que moi, ce que j'ai ressenti, c'était que les poids étaient de plus en plus lourds. Mais forcément, je suis quelqu'un qui, déjà de base, souffrait sur les charges lourdes. Et je trouvais que la gym ne suivait pas. Je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. Je suis désolée s'il y a des organisateurs qui passent par là. Je trouve que la gym n'est pas assez mise en avant. Alors après, on peut dire oui, mais elle dit ça parce qu'elle est gymnaste. Non, je pense que quand tu mets des arrachés pour les filles à 70 kilos et qu'il n'y a que 3 pauvres ring muscle up, je trouve que c'est pas assez. En effet. Je trouve que c'est pas assez équilibré. Tu vois, à partir du moment où une fille elle snatch 70 kilos, je considère qu'elle doit être capable, parce que 70 kilos en snatch, c'est costaud. C'est conséquent. Surtout en WOD, hein. Je suis pas en train de penser à une rep max. Je suis en train de te dire, c'est la finale, tu as du 70 kilos à soulever pour une fille, ça peut être du 100 kilos chez les mecs, et que derrière, tu mets un si peu de volume en gymnastique, moi, ça me dérange. En tant que coach de CrossFit et aussi qui respecte la méthodologie CrossFit, pour moi, c'est pas équilibré. Tu peux pas au détriment, juste parce que tu sais pas, soit, entre guillemets, mettre la gym en avant, ou parce que on va prendre le problème à l'envers, c'est que les pratiquants n'ont pas assez progressé aussi en gymnastique. Ah oui, carrément, ouais, c'est vrai. Pourquoi ? Mais ça, après, c'est mon métier. C'est juste parce que dans les box, c'est pas assez mis en avant, tu vois, la gymnastique. Les gens se concentrent énormément sur... c'est pas une généralité, mais les gens se concentrent énormément sur les charges lourdes parce que c'est beaucoup plus impressionnant. Moi, ça m'impressionne pas. Parce que je sais le travail qu'il faut pour soulever des barres lourdes. C'est assez fou. Mais quand t'as les cannes quand t'es conditionné pour soulever des barres lourdes, c'est quand même beaucoup plus facile que d'être performant en gymnastique. Ça demande tellement de travail de fond en gymnastique. Donc voilà, donc moi j'ai vu l'évolution là-dessus où j'ai trouvé qu'il y avait des fois des déséquilibres. Le volume aussi en termes de WOD. Hein. Parce qu'au début, c'est une journée, après c'est 2 jours, après c'est 4-5 WOD en 2 jours, et maintenant on est sur 9 WOD en 3 jours. 3 jours, ouais. Les charges toujours plus lourdes, les WOD de plus en plus courts. Pourquoi ? Mais ça, je vais essayer de rester très neutre, mais on va dire ce qui est. Les organisateurs, maintenant, ils ont besoin de faire du business, donc ils vont augmenter toutes les catégories dans les compètes de CrossFit. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il faut réduire les WOD. Pour que ça rentre dans le planning, bien sûr, quoi. il faut qu'on fasse de la masse. Ça, pour moi, c'est pas possible, tu vois. Et de toute manière, j'ai toujours dit, à partir du moment où tu fais de la compétition, tu dois avoir un niveau. Pour avoir un niveau, il faut s'entraîner, il faut que ce soit cadré, il faut que ce soit cohérent, oui, il faut qu'il y ait du volume, il faut que tu choisisses tes échéances dans l'année. Mais si tu donnes, entre guillemets, l'accessibilité à la compétition à tout le monde, ça peut aussi faire des dégâts, puisque que ce soit un niveau scaled ou donc vraiment un niveau débutant. Voilà, ça pour expliquer aux personnes qui c'est pas péjoratif. Non, mais c'est... un niveau débutant ou un niveau élite, de toute manière, il y a des personnes dans ces catégories qui vont se prendre un mur. Parce que ces personnes vont mal s'entraîner, trop s'entraîner. On voit tous les ans. Ouais, ça va être un surentraînement, il va y avoir des petits pépins, des micro-blessures, etc., de la charge mentale, le nerveux qui ne va pas suivre. Et donc,
j'aurais aimé qu'on garde l'aspect un peu élitiste, tu sais, du CrossFit, sans forcément rentrer dans les games. Je ne parle pas de ça, mais j'aurais aimé que le CrossFit reste assez cadré là-dessus et ne donne pas non plus trop la porte ouverte à, finalement, tout le monde. Ça peut être tu vois, des événements organisés dans ta salle. Ça, je trouve ça génial, tu vois. Ouais, mais parce que local, c'est encore tu différent, vois. bien sûr, voilà, Oui. c'est local. Moi, d'ailleurs, j'adorerais, tu vois, revenir un peu dans des trucs un peu plus locaux et de me dire, ah tiens, ce samedi-là, on me propose une petite compète dans ma box, j'ai 2-3 WOD, c'est génial, tu vois, t'es avec tes copains, il n'y a pas vraiment de prize money, tu vois, c'est vraiment le plaisir du sport. Et là, souvent, le problème des compétitions, c'est que voilà, on va chercher du prize money, donc il y a des choses à gagner. Il y a aussi de la reconnaissance. Il va y avoir les réseaux sociaux, il va y avoir les médias, de la mise en avant. Et donc, des fois, on peut se perdre là-dedans. C'est un peu, tu vois, en vrai, moi, dans ce podcast, je suis assez... En vrai, je m'en fous, tu vois, les gens, ils savent très bien ce que je pense. Donc, je vais dire, moi, ce que je pense. C'est qu'en fait, le CrossFit, moi, ce qui m'a un peu, au bout d'un moment, tu vois, écœuré, c'est que... En fait, tu dis, putain, tu dois payer pour tout. Enfin, même, tu vois, quand tu fais les Open, etc., putain, tu te dis, putain, tu vas te qualifier en quart de finale. Et moi, j'en ai plein, du coup, des mecs qui disent, bah écoute, moi, je suis qualifié en quart de finale. Par contre, en demi, j'ai quasiment aucune chance d'y aller. Bah, vas-y, j'arrête, tu vois. En fait, c'est dommage, parce que c'est encore autre chose, mais ça montre qu'en fait, parfois, je trouve que, à vouloir faire trop de business, on est en train de parfois tuer un peu, tu vois, même l'essence même du sport. Le CrossFit, moi, c'est l'un des sports franchement préférés. J'adore ce sport-là, parce que, comme ils disent, Forging Elite Fitness, tu vois, ça fait quelqu'un qui est complet. Moi, j'ai vu plein de personnes qui ont changé avec le CrossFit. T'as des belles histoires, tu vois. Mais parfois, vouloir faire trop de business, je trouve qu'on se tire dessus. Et comme tu l'as dit, je sais pas par contre comment sont faits les WOD. Je sais pas si t'as la réponse ou pas, parce que... Les WOD de compétition Ouais. ou les WOD dans les salles? Non, les WOD dans les compètes. Je sais pas comment ils les font, comment ils arrivent à te dire, là, on va mettre ça en gym. Parce que les WOD, ils sont testés, j'imagine, quand même à l'avance. Normalement. Ouais, ce qui est pas peut-être pas... Là, je sais pas, c'est une question que... Alors, normalement. Ok. Normalement, les WOD sont testés, bien évidemment, sinon on Ouais. peut pas... Mais bon, évidemment qu'il y en a qui sont passés à la trappe, mais, Oui, mais c'est sûr. normalement, dans une compétition de CrossFit, on est censé tester ton fitness. Donc, ça veut dire qu'on est censé tester un peu toutes les qualités physiques. Donc, il peut y avoir de la force, de la vitesse, de l'endurance cardiovasculaire. On va te mettre évidemment de l'haltérophilie. En fait, il faudrait que tout soit équilibré. Donc, tu vas avoir de l'haltérophilie, de la gymnastique et de l'endurance. Tu vas avoir des couplets, des triplés. Donc, tu vois, genre un WOD avec 2 mouvements, un WOD avec 3 mouvements, un chipper, un WOD très court, un WOD moyen et un WOD très long. Très long, ouais. Normalement, c'est quand même très équilibré. Il y a des compétitions qui vont avoir la réputation d'avoir plutôt un curseur lourd. Ouais, moi, c'est le cas quand je faisais des compétitions, notamment à l'étranger. Dans tout ce qui était Europe du Nord, je savais que ça allait être que du lourd. Et je me confrontais à des filles qui faisaient de l'haltérophilie depuis qu'elles avaient 8-9 ans. Et donc moi, j'arrivais, c'était l'enfer parce que leur barre, c'était des jouets, quoi. Alors que moi, c'était vraiment très difficile. Et à contrario, j'ai fait des compétitions, tu sais, que ça peut être en Espagne ou en Italie, dans les pays plus chauds, plus chill, où les barres étaient beaucoup plus légères, il y avait plus de gym ou plus de cardio, où j'étais beaucoup plus à l'aise. Donc tu as aussi une histoire de réputation selon les compétitions. Ça, je savais pas, tu vois, c'est intéressant. Ça dépend, voilà. Ouais. Moi, c'est comme ça que je le vois. Les French, par exemple, ça a toujours été une compétition où c'était beaucoup de sprint et beaucoup de lourd. J'ai toujours su que je n'allais jamais gagner les French. Je l'ai toujours su. Je n'ai pas le profil d'une personne qui est très explosive et qui va soulever du lourd. Tu peux être sûr qu'au French, c'est toujours le cas. Après, j'ai réussi à faire podium, mais c'était en master, tu vois, dans une autre catégorie. Et après, voilà, normalement, tu es censé respecter, on va dire, la méthodologie CrossFit. Et si c'est bien fait, on arrive à trouver finalement celui qui est le plus complet. C'est ça l'objectif. Tu penses que c'est possible vraiment de faire des WOD vraiment équitables sur un temps donné, sur un week-end? Équitable pour qui? Pour tout, enfin tu sais, vraiment, comme tu dis justement, de faire des WOD où on se dit voilà, le CrossFit c'est un ensemble de différentes choses. On va faire peut-être, imagine, je sais pas, il y a 6 WOD. On va faire 6 WOD, et grâce à ces 6 WOD, on va vraiment respecter cette méthode. Est-ce que tu penses que c'est faisable ou... Normalement... Ça me paraît quand même assez dur de mettre en place... Normalement, c'est toujours bien fait. Si tu regardes depuis le tout premier CrossFit Games, si tu regardes la planification des WOD, c'est toujours bien fait. J'ai eu la chance de participer aux Regionals, qui maintenant s'appellent les semi-finals. Parce que la dernière fois, j'ai été obligée de préciser parce que j'ai parlé à une jeune et je lui ai dit que j'avais fait les Regionals et elle m'a dit
c'est quoi les régimes? Ouais, c'était incroyable. D'ailleurs, c'était génial, ça. Moi, j'ai vu des vidéos, tu pètes un câble, c'est incroyable. C'était les meilleures années. Hein. Ah ouais. Mais tu vois, j'ai eu la chance de les faire. C'est les seules compétitions où j'ai pas eu de courbature. Pourquoi? Parce que c'était... Alors, attention, hein, oui, bien sûr. Je pèse mes mots dans le sens où c'était tellement équilibré. C'est-à-dire qu'à la fin du week-end, j'avais autant mal aux jambes, aux abdos, aux épaules, au dos, aux bras, alors qu'il y a eu des compétitions où, clairement, pendant 3 jours, c'était que de la chaîne poste. Flexion, flexion, flexion. Des squats, des squats, des squats. Des jambes, des jambes, des jambes. Tu vois. Et si c'est bien fait... Et c'est pour ça que, en tout cas, vers la fin de ma carrière, je prenais en compte où j'allais. Je n'allais pas dans n'importe quelle compétition. Tu fais un choix, t'es obligé. Ouais. Bien sûr que je faisais un choix. Un choix intéressant pour moi. Ok, où est-ce que je peux performer? Où est-ce que je peux m'amuser? Où est-ce que je peux sortir un peu du lot, tu vois? Évidemment que je savais quel type de compétition je voulais aller. Bah, évidemment, parce qu'à la fin de ma carrière, je voulais faire des podiums. Tu te doutes bien que je ne suis pas là pour finir dans les choux. On va être très honnête. Je suis compétitrice. Si je fais de la compétition, c'est quand même pour finir sur le podium. Donc, oui. Mais normalement, si la méthodologie, si la planification est bien faite, tu ressors avec le gagnant. Et j'ai jamais eu une compète où la planification était bien. Je me suis jamais permise de dire oui, mais elle a gagné parce que. Non. Elle a gagné parce qu'elle est meilleure que moi. Elle est beaucoup plus complète. Elle est beaucoup plus compétente sur tous les domaines, en fait, hein, que ce soit le cardio, la gym, l'haltéro, elle est plus complète que moi. Pour moi, si la planification est respectée, on arrive à sortir le ou la personne la plus fit du week-end. Mais tu vois, bon, après, c'est rare quand même que je parle de dopage, mais avant de parler de ça, si on en parle un petit peu, on verra. Ah non, mais t'as le temps, sinon. Parce non, que mais j'ai le temps, mais moi, ça m'intéresse. Mais en fait, ce que je me dis, en fait, pourquoi je vais dévier après sur le dopage, c'est quand on parle de ça, qu'on veut des mouvements qui... Bon, là, on parle beaucoup de crossfit, c'est pas très grave, c'est intéressant. Si on veut faire des compètes qui sont de plus en plus spectaculaires, avec des mouvements, du coup, qui le sont, au détriment d'autres mouvements, parce que ça, c'est un fait, est-ce que, du coup, ça va entraîner plus de blessures? Parce que du coup, peut-être que tu forces plus sur un muscle. Est-ce que ça veut dire peut-être qu'aussi les carrières des mecs ou des filles sont peut-être moins longues, parce que plus exigeantes? Et c'est ce qui m'emmènera du coup sur la suite, mais ça on verra après. Qu'est-ce que t'en penses un petit peu toi déjà de rajouter encore de la difficulté sur les mouvements? Ouais, en fait pour moi c'est tellement de plus en plus dur que déjà c'est impossible que les corps y tiennent. Les carrières ou pire sinon, enfin, tu peux pas tenir, tu vois, une carrière ce sera 5-6 ans, tu peux pas tenir plus longtemps, mais enfin... C'est trop dur pour le corps, au haut niveau. Oui, déjà, premier point, un athlète de haut niveau ne va pas performer toute sa vie. Oui. Déjà, à partir du moment où tu comprends ça, ou même quand toi, tu es athlète et que tu te lances là-dedans, je trouve que c'est intéressant de... Tu vois, ça, c'est quelque chose où je ne m'étais pas posé la question. Et à l'heure d'aujourd'hui, avec le recul, j'aurais aimé un peu plus penser à ça, de savoir qu'une carrière sportive à haut niveau, petit niveau, moyen niveau, haut niveau, peu importe, à partir du moment où tu te lances dans des échéances sportives, il faut que tu comprennes que ça ne va durer qu'un temps. Tu ne peux pas performer toute ta vie. Et deuxième point, non, si, parce que en fait, pour préciser, en fait, quand tu t'entraînes comme ça à haut niveau... C'est très court dans le crossfit. C'est ça, en fait, t'es pas dans le sport santé. Donc, tu vois, non, bien sûr, t'es dans la performance, tu pousses ton corps, c'est le concept. Et pour le corps, en fait, il a ses limites. Voilà. T'es plus qu'avec moi, mais il y a quand même des traumatismes, tu peux pas aller trop dans tout le temps. Il y en a qui vont pas être d'accord, mais le corps a ses limites. Voilà. Et donc, est-ce que tu as déjà... Alors, c'est très rare, hein, quand tu regardes les Games, des athlètes qui ont une carrière de plus de 10 ans, c'est très rare. Et si jamais ils ont tenu plus de 10 ans, je parle au CrossFit Games, ils n'ont pas fait 10 fois un podium. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont peut-être eu un pic de forme pendant 1 ou 2 ans, et le reste du temps, ils vont faire 10e, 18e, 23e, tu vois, parce que dans la vie, il se passe des choses. Si tu as une carrière de 10 ans, en 10 ans, il se passe des choses. Tu peux être blessé, tu peux avoir un pic de forme, tu peux tomber enceinte, tu peux tomber malade, tu as des paramètres à prendre en compte de toute une vie, ou alors tu t'entraînes comme Matt Fraser, tu t'enfermes pendant 8 ans dans ta cave, et tu ne fais que ça du matin au soir, et tu ne touches même pas un couteau de peur de te couper. Matt, il est impressionnant parce qu'il disait justement, il partait même pas en voyage. Parce que sinon, ça cassait sa routine et en gros, il voulait pas, quoi. Mais c'est ce qui a fait que c'est un champion. Et on ne peut pas critiquer sa méthode, parce que c'est celle qui a marché. Mais ça veut dire que tu t'enfermes et une fois de plus, il y a combien de Matt Fraser
Il y en a Il y en que. a un, ouais, il y en a. Voilà. Après, t'as Rich Froning. Il y a eu qui Rich était là. Froning, il y a eu Matt Fraser et c'est tout. C'est Voilà, tout. il y en a peut-être qui sont pas d'accord avec moi, mais c'est comme ça. Non, Les moi, je Tia suis totalement Claire Toomey, d'accord. Tia il n'y en Claire aura Toomey, qu'une. bien sûr. Il Ouais. n'y en aura qu'une. Il va falloir Ouais. attendre combien d'années, je ne sais pas, pour retrouver une autre personnalité comme ça, une autre athlète de cette envergure, enfin, qui clairement, elle sort du lot aussi. Et pourquoi ils ont réussi, tu penses? Parce que est-ce que c'est que par rapport à ça ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs externes? C'est quoi? C'est la génétique? C'est leur façon de s'entraîner? Ils ont eu de la chance? Je pense que si tu regardes un peu, tu sais, comme le camembert, Ouais. bah, en fait, je pense que tu as tout ça qui est réuni. Tu as le facteur génétique, on pourra en parler par rapport à ma blessure. Tu as le facteur génétique, tu as le facteur chance, tu as le facteur travail. En fait, tu ne peux pas juste te conditionner à une seule chose. Tu peux être le plus gros bosseur du monde, mais vraiment, tu peux donner toutes tes tripes. Si tu n'as pas un minimum de bonne génétique, de talent ou de chance, eh ben, ça ne marchera jamais. Tout comme, pourquoi il y en a qui performent, mais qui, à côté de ça, ne travaillent pas assez, ben, tu sais, ça peut revenir à l'école. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose. Pourquoi il y en a qui bossent comme des fous et, pour arriver à être dans le top 3 en classe, et pourquoi il y en a qui foutent rien et qui arrivent à retenir plus facilement, à mémoriser les choses, à mieux comprendre en classe, parce que cette méthodologie leur convient, et ils n'ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts, et ils sont premiers de la classe. Bon, ben ça aussi, on peut en débattre pendant longtemps. Oui, bah oui, c'est sûr, bien sûr. Mais après, pour le concept de... Est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin encore dans le CrossFit? Alors, je t'avoue que je suis plus trop... je suis de loin les actualités de Oui, mais CrossFit. maintenant, c'est vrai que Mais je suis plus dedans. Ouais, t'es plus dedans. Ouais, aussi. Mais par contre, je regarde ce qui se passe de loin parce que bah, ça fait partie de mon métier, ça fait partie aussi de mon ADN, et puis j'adore ça, donc je regarde, mais de loin. Ça ne m'intéresse pas non plus des masses. Ce qu'on remarque, c'est que, ça fait partie aussi de la méthodologie, c'est que quoi qu'il en soit, pour aller chercher le champion, il va falloir challenger les athlètes. Donc c'est vrai qu'on va aller chercher notamment des skills plus difficiles, mais c'est normal. Mais jusqu'où, en fait? Jusqu'où? En fait, c'est toujours pareil. C'est bien beau de mettre toujours plus lourd les barres. Mais en fait, au bout d'un moment, c'est un peu biaisé mon discours parce que, évidemment, je me suis blessée au dos. Ce n'est pas la faute du CrossFit. Je tiens à le préciser. Il y a plein de raisons. Mais j'ai pris du recul et je reste observatrice de tout ce qui se passe aujourd'hui. Et je suis allée, dernièrement, à une très grosse compétition de CrossFit que j'ai observée pendant plusieurs jours. Pendant 2 jours sur les 4 qu'il y avait. C'était quoi la compète? Tu peux le dire ou pas? Non, tu peux pas le dire. Dis-tu comme tu veux. Si, bon, après, les gens m'ont vu. Il n'y en a pas eu 20 000. Hein, Ouais. je suis allée voir une très grosse compétition en France. Ok. Et ce n'est que mon point de vue, donc je tiens à bien rappeler que ce n'est que mon opinion. Mais je trouvais que c'était trop, en fait. C'était trop intense, il y avait trop de charges. Peut-être que mon discours est biaisé parce que je ne suis plus dedans, parce que je me suis blessée, parce que je n'ai plus du tout le niveau, je ne sais pas. Je trouvais qu'on poussait les limites chez les athlètes d'un point de vue mental, d'un point de vue physique. Et je voyais les athlètes à la fin et je me disais, est-ce que moi aussi j'ai fini dans ces états-là? Ce que j'allais dire comme question, est-ce que par rapport à toi, ce que tu as vécu à l'époque, Oui, c'est mais un peu bien jouer la sûr. nuit, quoi. Mais bien sûr, et Ah, c'est ouais. ce qui a fait que c'est aussi mes meilleures années. Oui. C'est ce qui a fait que c'est mes meilleures émotions. Mais clairement, je voyais les watts, je me disais, mais c'est moi qui suis vraiment nulle et déconnectée de tout ce qui se passe, ou vraiment c'est tout à fait normal de faire soulever ses poids et de faire autant de répétitions et autant d'intensité. Je sais pas, mais en même temps, les gens progressent, donc on fait comment? Tu vois, il faut bien... Moi, ce que j'aime, c'est le CrossFit pur et dur. C'est celui qui fait mal, mais qui est simple. C'est ça, en fait, moi, c'est pas un reproche, mais putain, parfois, tu voyais, t'as des mouvements qui sortaient, tu te dis, mais c'est pas possible, on va s'arrêter où, tu vois, enfin. Ouais. En fait, je trouve qu'ils veulent mettre trop. C'est bien de vouloir tester, tu vois, le CrossFit, voilà, c'est d'avoir une personne qui soit la plus complète possible, mais au bout d'un moment, vas-y, les fantaisies, c'est bien, mais tu peux pas mettre, tu vois. Oui, après, il y aura toujours le facteur show pour les spectateurs, Ouais. mais tu peux faire du show avec du simple. Oui, avec du basique. Après, voilà, il y aura toujours un peu de watt basique, mais c'est vrai que des fois, tu te dis, jusqu'où ça va aller, quoi. Ouais. En fait, personne ne peut le savoir, parce qu'on n'a pas le recul, ni les athlètes, ni les organisateurs. Et donc, il va y avoir des anciens comme moi qui vont peut-être parler et d'autres qui parleront pas. Justement, pour parler, j'ai balancé une bombe. On va voir si on la met dans le podcast, mais en vrai, on s'en fout. Mais
j'étais à une compète moi aussi de CrossFit, assez connue. Et je mangeais tranquillement comme une merde, enfin, pardon, excusez-moi, je mangeais un McDo, tu vois. Moi, c'est pas forcément ouf. Et il y avait des gens qui faisaient une compète, voilà, la compète de CrossFit en question, et ça parlait de dopage, mais tu sais, normal, ouvertement, tu vois. Ok. Et moi, ça m'a choqué. Mais ça veut dire quoi, parler de dopage? Bah, en fait, le mec disait, écoute, là, j'ai fait une cure de je sais plus quoi avant la compète, et je vais en refaire une parce qu'il y a une compète en Belgique ou je sais pas où. Et le mec, normal, tu vois. C'était une grosse compète? C'était une compète, ouais, une grosse compète. Ouais. Après, c'était pas un mec en élite, c'était pas un mec qui était au très haut niveau et au très haut niveau. Ok. Donc, moi, ça m'a un peu choqué quand j'ai vu ça, tu vois. Donc, je sais pas après si le mec s'est fait contrôler, ce qui est possible. Mais en fait, je me suis dit, putain, parce que tu sais, t'as un peu ce truc de. Quand tu le vois pas en face, tu te dis, c'est pas possible, vas-y, les mecs sont pas. Il y a pas de dopage dans le monde du sport. Moi, j'y croyais pas, tu vois. Non, si, il y en a. Non, mais c'est ça. Mais en fait, une fois de plus, je suis pas là pour faire des polémiques, mais juste. Voilà, moi, je veux créer un podcast, un média où on peut tout raconter, tu vois, sans qu'il y ait de filtres, etc. Parce que, en fait, je veux pas vendre du rêve aux gens, tu vois. Et en fait, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, bah en fait, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte. Et est-ce que c'est quelque chose, c'est tabou, on va dire, dans le sport, tu vois, le dopage, mais est-ce que peut-être que c'est plus présent qu'on ne pourrait l'imaginer, ou que des gens peut-être un peu naïfs comme moi peuvent penser, tu vois. Le dopage fera mais dans tous les sports, hein, dans tous les sports. En fait, le dopage fera toujours partie d'un sujet, je pense, tabou, même si maintenant on a vu qu'il existait des compétitions où tu pouvais être dopé. Oui. Voilà. Ouais. Comment dire? Non, mais en fait, c'est dur comme sujet parce que c'est. En fait, comment non. tu l'appréhendes, comment tu le contrôles. Pour moi, c'est pas dur parce qu'en fait, ces gens-là ne m'intéressent pas. Ok. Mais vraiment. C'est-à-dire que je n'ai aucune culpabilité de dénoncer si j'entends quelque chose, si je vois quelque chose. Je parlerai pas si c'est des on-dit, tu vois. Ah, moi, je l'ai vu, oui, ça voilà. M'a choqué, hein, tu vois. Alors après, il y a dénoncer. Quand je te dis dénoncer, c'est, imaginons, je suis toujours dans le curseur de la compétition, oui, bien sûr. dans la compétition, et je sais que dans ma catégorie, puisque c'est déjà arrivé, que des filles se dopent, je n'ai mais aucune culpabilité de la balancer. En fait, ces gens-là ne m'intéressent pas. Mais il y a des contrôles qui sont mis en place, non, quand même. Oui, il y a des contrôles, mais c'est toujours très complexe. C'est un sujet qui est complexe parce que ça demande beaucoup d'argent. Et puis, une fois de plus, tu peux te contrôler n'importe qui. En fait, tu peux même contrôler tout le monde, mais avec, on va dire, tout ce qui est les tests urinaires, ça ne suffit pas. Bah, en fait, faut parce que sur l'année, maintenant, il suffit que, on va dire les choses, il te suffit juste d'avoir un bon médecin. Bah oui. À partir du moment où tu as un bon médecin, il va te faire le meilleur traitement, qui passera inaperçu, qui va faire en sorte que tu auras ce qu'il faut au bon moment, loin ou pas loin de l'échéance, etc., etc. Pour moi, les tests, quand tu te fais attraper, c'est juste que t'as pas le bon médecin. Ouais, t'as pas été smart. Mais c'est pas, honnêtement, c'est plus, j'en avais parlé dans plein de podcasts, mais c'est plus un sujet qui m'intéresse parce que je les regarde plus, ces gens. En fait, je leur donne même pas l'heure. Même s'il y a eu, ils ont eu leur punition là, pendant 4 ans, je leur donne plus l'heure. Ça ne m'intéresse pas. Non, mais c'est juste que moi, c'est un truc qui m'a choqué, donc tu vois, je voulais juste. En fait, c'est juste mais pour pas que les gens soient naïfs, tu vois. Soyez pas naïfs, en fait. Non. En fait, c'est juste ça, c'est. Parce qu'après, en fait, pourquoi je dis ça? Parce que ça va au-delà du fait d'être naïf, et c'est pas méchant quand je dis ça, mais c'est qu'on est quand même beaucoup sur les réseaux, tout le monde se compare, et parfois, en fait, tu veux comparer quelqu'un qui ne mange même pas ce que tu manges, qui du coup ne prend tout ce que toi tu prends pas. Mais les gens les athlètes que les gens suivent sur les réseaux, faut pas se leurrer, hein. Voilà, c'est tout. On terminera là-dessus. Non, mais du coup, voilà, c'était une petite parenthèse, juste pour parler un petit peu, on a encore un petit quart d'heure, 20 minutes, pour parler un petit peu justement de toi maintenant, aujourd'hui. On a parlé du CrossFit, c'était super intéressant, tu vois, c'était un bon parallèle. Mais bon, du coup, t'as arrêté ta carrière, on va dire, de sportive de haut niveau dans le CrossFit. Déjà, comment t'as vécu l'après-carrière? Parce que, voilà, je sais que c'est toujours un sujet où, après les sportifs, il y en a qui ont commencé à anticiper ce qu'ils allaient faire après, sauf que, on se rend pas compte, mais parfois c'est quand même dur aussi d'arrêter, tu vois, de vivre des émotions. En fait, le sport, c'est des émotions que tu vis. Voilà, toi, comment tu l'as vécu un petit peu à la fin de tout ça? Donc c'était en 2022, la dernière, on va dire, donc c'était juin 2022, même si après j'ai fait d'autres choses. Et déjà, quand on arrête, on va dire, le sport à un certain niveau, il y a toujours une raison. Soit tu es fatigué, soit tu veux, si c'est une femme, elle peut vouloir devenir maman, ça peut être une carrière professionnelle, ça peut être une blessure. Moi, j'étais très épuisée.
de 10 ans, de 8, 9, 10 ans de tout ça. J'étais très épuisée, je traînais encore des problèmes de dos et tout était conditionné autour de mes problèmes de dos. Et à l'heure d'aujourd'hui, avec le recul que j'ai tout simplement, honnêtement, j'ai été en dépression. Ok. Oui, mais je suis. En fait, sur le moment, on ne le sait pas vraiment. C'est toujours dur de mettre des mots dessus. Parce que j'ai déjà eu une dépression quand j'étais plus jeune, suite au décès de mon papa. Donc, je sais ce que c'est d'être en dépression et d'être suivie. Là, c'était différent. Il a fallu que ce soit un médecin qui pose un mot, en fait, pour que. Déjà, c'était même au-delà d'accepter la situation, c'était déjà de la comprendre. Et en fait, j'ai un médecin qui m'a dit. Les sportifs, une fois que leurs carrières sont terminées, ils peuvent vivre un deuil, le deuil de leur sport, de leur activité, de leur performance, de qu'est-ce qu'il y a ensuite, c'est un peu le néant. Surtout que moi, je n'avais pas vraiment préparé, je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, ça n'a pas été évident, et je trouve que vu que ce n'est pas un sujet qui est très intéressant, en vrai, bah, c'est plus intéressant de regarder quelqu'un qui snatch lourd plutôt que de parler de post-carrière, tu vois. Et je trouvais rien sur ça. Personne n'en parlait. Il n'y a personne qui te prépare. En fait, il n'y a pas d'accompagnement. Et donc, ça existe, ça commence, tu vois, petit à petit, un petit peu, de se dire, est-ce qu'il faut que je me fasse suivre qui je suis? Quelle est ton identité? En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai traversé. En fait, je cherchais mon identité. Est-ce que je suis toujours Jessica la crossfiteuse? Et en même temps, j'ai plus forcément envie qu'on m'identifie en tant que crossfiteuse. Mais en même temps, les gens me connaissent pour ça. Donc, tu vois, j'ai eu une espèce de transition à faire. Là, ça va beaucoup mieux, bien évidemment. En plus, j'ai fait du triathlon derrière. Donc, et je voulais pas dire que j'étais triathlète. Je disais, bah, je suis une sportive complète. Tu veux plus avoir des cases, on va dire. Non, j'ai jamais aimé les cases de toute manière. Donc, je trouve que c'est un sujet qui est passionnant parce que tout le monde va le vivre de manière très différente. J'avais fait une vidéo sur YouTube qui avait super bien marché, très spontanée, très, très spontanée. Et c'était tellement spontané que je pleurais dans la vidéo, pour te dire. Donc même au montage, le monteur, il a coupé parce qu'il m'a dit « Tu pleures pendant un moment ?» Je dis bah, « En fait, je pense que j'en avais besoin. En fait, c'est sorti, tu vois. En fait, je disais que j'étais épuisée, que je savais pas où j'allais, je savais pas ce que j'allais faire et que j'aurais aimé trouver tu vois, de l'accompagnement. Mais qui veut accompagner un sportif qui arrête ? Non, on s'en fout. Ouais, c'est pas intéressant, tu vois. T'as raison, mais c'est vrai que c'est... Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je pense que voilà, peut-être que s'il y a des gens qui passent par là, tu vois, qui vont traverser des choses comme ça, je leur dirais juste d'éventuellement se faire guider, tu vois, de trouver... on peut appeler ça n'importe comment, tu vois, un psy, un kinésio, des amis, de l'entourage, son compagnon, ses enfants, j'en sais rien, tu vois, mais de trouver... en fait, de trouver quelque chose pour rebondir aussi, quoi. Et ça, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident de trouver qu'est-ce qu'on va faire, quoi. C'est quoi la suite? Bah ouais, et comment du coup toi tu définis un petit peu, comment du coup tu traverses ça et comment après tu trouves pas des solutions, mais on va dire peut-être un nouveau chemin, une nouvelle voie à suivre ensuite? Et moi, j'ai décidé à ce moment-là de m'orienter un peu plus sur ma carrière professionnelle parce que je développais beaucoup de choses, notamment pour les crossfitters, dans le cadre de la gymnastique, pour aider les gens à mieux bouger. Ça me tenait à cœur parce que je voyais que les gens ne bougeaient pas assez bien, en tout cas de manière efficace et efficiente dans les WOD. Et je trouvais que les gens... j'avais beaucoup trop de messages, vu que je suis sur les réseaux. J'avais tous les jours des messages de gens qui se blessaient. Et en fait, c'était insupportable. Je me disais, mais tu peux pas te blesser... c'est pas la gym qui est dangereuse, tu vois. C'est comme moi, quand on me dit tu te blesses parce que t'as soulevé trop lourd. Non, c'est pas vrai. C'est pas soulever des poids qui est dangereux. C'est la manière dont tu bouges. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que t'es pas allé trop vite? Est-ce que t'as pas soulevé trop lourd trop rapidement? Est-ce que t'as respecté ton corps en tant que femme? Si on parle des femmes, tu vois. Il y a plein de facteurs à prendre en considération. Donc voilà, la blessure m'a quand même... puisqu'après, évidemment, moi, après mon arrêt de compétition dans le crossfit, j'ai basculé dans le triathlon, mais j'avais encore des problèmes de dos. Donc, tu vois, en l'espace de 2 ans, j'ai quand même traversé beaucoup d'épreuves encore. Donc, j'ai eu le fait de développer mon business, faire du triathlon, et je me suis embarquée dans les Half Ironman. Ouais, c'est pas anodin non plus, tu vois. Il a fallu faire beaucoup de changements dans ma méthodologie d'entraînement. Et à côté de ça, essayer de trouver ce que j'avais au niveau du dos. Donc, en fait, j'ai quand même eu 2 ans... ouais, c'était... en fait, j'étais constamment dans le combat.
En fait, c'est ça. Je trouve ça triste parce que j'étais C'est toujours... épuisant en plus. Hein. Oui, c'est épuisant. Ouais. Jusqu'au jour où on va trouver ce que j'ai, où je dis au médecin, en fait, je suis épuisée, quoi. Je suis épuisée de devoir me battre contre mon corps, contre tout, en fait. C'était épuisant, quoi. Contre le fait d'arrêter. Est-ce que j'ai arrêté pour les bonnes raisons? Est-ce qu'en fait, si je m'étais pas blessée, est-ce que j'aurais arrêté? Enfin, tu vois, toutes ces questions. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus alignée. Mais tu vois, il a fallu 3 ans. Bah, en plus, 3 ans, c'est long. Bah, c'est clair. Et en plus, mais du coup, on n'a pas précisé, mais au dos, qu'est-ce que tu avais concrètement pour ceux qui nous écoutent? Au dos, concrètement, donc en 2019, j'ai mon premier... j'ai des lumbagos depuis petite. D'accord. Okay. Donc, à 15 ans, on me dit que j'ai un dos de vieille, pour te la faire courte. J'ai un médecin qui me sort ça. Je fais quelques lumbagos jusqu'à ce que j'arrive dans le crossfit. Dans le crossfit, ma première ou ma deuxième année, j'ai une sciatique. On fait du renfo. Après, dans les étapes, c'est ça. C'est lumbago, sciatique. Après, c'est protrusion. Après, c'est hernie discale qu'on va, entre guillemets, résorber. Donc, où je vais, une fois que la hernie est soignée, je vais retoucher mon plus haut niveau. Mais d'ailleurs, c'est la période où je vais gagner des compètes, où je vais être extrêmement en forme, avec des protocoles, avec vraiment tout un environnement conditionné pour mon dos. Et en 2022, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Même pendant les French, ça, personne le sait, très peu de personnes le savent, mais ma dernière compétition au French, très dure, parce qu'une semaine avant, je m'étais encore fait mal au dos. Et je me dis, c'est ma dernière compète, je veux faire la compète du siècle, quoi. Enfin, pour moi. Hein. Bah oui. Et donc, je me dis, putain, je me suis encore pété le dos. Ça s'arrête jamais, quoi. Donc, et quand on me trouve ce que j'ai, on me dit que j'ai plus de disque. En fait, au bout d'un moment, la hernie, une fois que elle est sortie, le disque s'écrase et en fait, ça bougeait comme ça. Donc j'ai plus d'options, tu vois. Il n'y a pas de renfort nécessaire. Il n'y a pas d'injection de n'importe quel protocole, que ce soit kiné ou avec des médecins, des injections, des choses comme ça. La dernière étape, c'est l'opération. Et avec le chirurgien, on prend la décision de m'opérer. Donc, j'ai une prothèse de disque. Donc, en fait, on m'a vraiment réinséré un disque au niveau du bas du dos. Okay. Donc, ça va faire 1 an. Là, dans une semaine, ça va faire 1 an. Et après, écoute, là, c'est une nouvelle vie, quoi. Ça, pareil, il faut le préciser qu'à partir du moment où on touche au corps et à partir du moment où il y a vraiment des grosses blessures, quand j'entends blessure, en fait, il n'y a aucune blessure qui est anodine, tu vois. Tout le monde a une notion différente de la douleur et des blessures. Parce que moi aussi, ma première tendinite à l'épaule, c'était la fin du monde. Ah bah mais tout ce qui va être tendinite, entorse, lumbago, hernie, en fait, en vrai, j'ai pas envie de dire que c'est pas grave, mais c'est des choses qu'on peut soigner, tu vois. Moi, on pouvait pas me soigner. J'ai plus de disque. Il faut me remettre un disque et du coup, on va m'ouvrir le bide. Donc, on va me faire quelque chose comme une césarienne. Donc, c'est quand même costaud. Enfin, oui, on va passer près de la moelle épinière, on va me glisser un disque. Je suis alitée pendant 1 mois. Je suis en convalescence pendant 2 mois. Je dois réapprendre à marcher. Je dois réapprendre à me baisser. Je dois tout recommencer à zéro. On me dit que j'ai un disque en titane, que je ne risque plus rien, mais que c'est une nouvelle vie qui commence, quoi. Et donc, tu apprends à vivre avec quelque chose, un corps étranger dans ton corps. Et tu n'es plus jamais la même personne. Et donc là, c'est le process, on va dire. Okay. Là, j'en suis à ça, tu vois. Parce que quand on te le dit, tu vois, tu comprends pas vraiment. Et je tiens à rassurer les gens, c'est que lorsque tu traverses, donc moi, c'était une arthroplastie, mais tout ce qui est arthroplastie, arthrodèse, hernie discale, donc tout ce qui va toucher à la chirurgie du dos, d'une manière générale, on s'en remet. Vraiment, on s'en remet avec beaucoup, beaucoup de résilience. Beaucoup de prise en charge, que ce soit le sommeil, la nutrition, l'hydratation et l'activité physique. Vraiment, il n'y a pas de secret, quoi. Il y a pas de, voilà, c'est pas juste tu t'étires 2 fois par semaine. Non, tu te renforces, tu travailles sur la respiration, sur les étirements, sur bouger différemment, réapprendre une nouvelle mécanique de tous les mouvements. Ton corps peut bouger, même s'il y a des zones où tu vas être très limité, donc il faut faire attention aux compensations, bien évidemment. Mais on m'avait dit que, oui, forcément, un corps après une opération, c'est plus la même chose, encore plus à 40 ans. Donc, du coup, écoute, je suis capable à presque 1 an de tout refaire. Mais j'ai tout refait. Donc ça, c'est bien de voir un peu le parcours, justement, tu vois, parce que oui. même au début, j'imagine que toi, tu es une sportive de niveau, tu as quand même
bon, les difficultés, que ce soit dans le travail, le sport, etc., bon, surtout dans le sport, on voit que la résilience, faut en avoir quand même, tu vois. Mais quand on te dit, cette fois-ci, tu peux rien faire. Là, non, mais tu vois, tu peux rien faire. Et comment tu te dis, putain, mentalement, tu acceptes le fait de te dire, là, je peux rien faire, tu vois. Comment tu l'acceptes Eh ben, en vrai, c'est marrant ce que je vais te dire, mais la partie où je vais être alitée, entre guillemets, finalement, c'était pas la plus dure. Le moment où vraiment tu t'arrêtes et t'es alité, t'as pas le droit de bouger. Enfin, t'as pas le droit de bouger, il fallait que je remarche, Oui, bah ouais. mais il fallait que mon dos se consolide avec le disque. En fait, cette période, elle est beaucoup moins difficile que la toute première fois où je me fais une hernie discale, où je vais rester alitée en souffrance, à ne pas savoir ce que j'avais. La différence entre les deux, c'est de savoir ce qui se passe. En fait, la première fois où je me suis fait une hernie, je n'ai aucun accompagnement. Je fais une IRM et les médecins me disent « le sport, c'est terminé. Tu ne pourras plus jamais bouger, tu vas finir en fauteuil roulant ». Ce sont les mots des médecins. C'est pas un médecin que j'ai vu, c'est un médecin du sport, un médecin généraliste et un radiologue. Médecin du sport aussi, t'avais dit Bien ça? sûr. Hein. On m'avait dit, tu ne pourras plus te suspendre aux anneaux, tu ne pourras plus soulever de charges lourdes. Si tu continues, le sport c'est terminé, tu peux finir en fauteuil. C'est pas tu vas, c'est tu peux finir en fauteuil roulant. C'est quand même des mots qui sont forts, quoi. Et en fait, cette période où je vais souffrir, où il y a personne qui m'accompagne, en fait, je me sens seule. Je me sens abandonnée parce qu'il y a personne qui sait à ce moment-là. C'était en 2019, sur les réseaux, personne n'en parlait. J'étais pas accompagnée, donc, heureusement que je suis quelqu'un qui pousse un peu les portes et qui va chercher de l'aide, mais je me suis dit, mais c'est un enfer en fait. Les gens qui sont seuls et qui ne savent pas vers qui se tourner et qui ont quelque chose comme ça, tu peux rien faire. Juste marcher, c'est douloureux. S'asseoir, c'est douloureux. Dormir, c'est douloureux. Te baisser, tu ne peux pas. En fait, tu pètes un plomb. À la différence de là où j'étais accompagnée et où je savais ce qui allait se passer, où on m'a dit, tu vas être alitée. Il faut que tu te reposes. En fait, je pense que c'était exactement ce dont je voulais. Parce que pendant 5-6 semaines, je n'ai rien fait. Et en fait, quand, avec le profil que j'ai, moi qui est tout le temps à droite, à gauche, je suis sur tous les fronts, je travaille beaucoup, je m'entraîne beaucoup. Jamais, ouais. Je me pose jamais. Ouais. Et en fait, je me disais, en fait, pendant 6 semaines, il n'y a personne qui m'attend. Je n'ai rien à faire. Je n'ai pas à travailler, je suis en arrêt maladie. Je n'ai pas à travailler, je n'ai pas à faire de séminaire, je n'ai pas à faire du sport, je n'ai pas à réfléchir. En fait, ça m'a juste projeté sur, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu peux faire si demain tout s'arrête? Et en fait, c'était hyper agréable parce que j'ai beaucoup dormi. J'ai beaucoup dormi. Je me suis posé des questions, mais tu vois, c'était pas quelque chose de permanent en mode vas-y, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? En fait, ça se faisait tout seul. Tu vois, je me disais c'est agréable quand même. Tu vois, c'est agréable. Est-ce que ça valait le coup de faire autant de sport? Et je dis pas que c'est tout ce sport qui m'a amené à faire l'opération. Je dis juste que je pense que ce qui m'est arrivé, c'est pas anodin. Et moi, je vois ça comme un signe parce que dans la vie, je pense que ce qu'on te met sur la route, c'est nécessaire, quoi. Je suis bien d'accord. Mais bon, voilà. C'est plutôt que de te dire non, je suis pas contente, non, je suis triste, non, je peux plus rien, je peux plus faire comme avant, non, je suis plus la même. Plutôt que de voir cette vision-là, je préfère me dire si ça t'est arrivé, c'est pour quelque chose. C'est intéressant, oui. C'est ce qui est bien chez les sportifs de haut niveau, c'est que justement, vous avez cette résilience, tu vois, à essayer d'aller plus loin que juste la situation. Je finirai avec un dernier point qui est ce que tu fais plus maintenant. Parce qu'au début, en off, on parle un petit peu aussi t'as différentes casquettes, enfin pas casquettes, mais oui, si, c'est des casquettes. T'as tes business, coach, etc. Moi, on m'a toujours dit, Quentin, dans la vie, fais un projet, après t'en feras un autre, parce que tu peux pas réussir dans différents endroits en même temps. Toi, tu y arrives. Comment t'as fait? C'était quoi un peu les étapes de ta réussite? Oui, on en parlait tout à l'heure. En fait, je pense que c'était un peu aussi nos générations d'avant où on aimait bien dire il faut que tu sois dans une case et tu peux pas être de partout. On m'a beaucoup mis ça en tête dans tous les métiers que j'ai faits, dans tous les projets que j'ai commencé. On m'a souvent dit tu ne peux pas être performante dans tout. Ça c'est vrai. Raison. Mais pour moi, c'est vrai. Tu ne peux pas être à 100% sur chaque projet que tu entames. Imaginons tu as 5 projets en même temps. Tu ne peux pas être à 100%. Oui, c'est vrai. Mais tu t'adaptes.
Aujourd'hui, on peut, justement, c'est très connu et justement, c'est très valorisé, les gens qui sont comme ça, qui touchent un petit peu à tout. D'ailleurs, moi, j'apprécie les gens qui touchent à tout parce que, en fait, ils ont plusieurs casquettes, mais plusieurs profils. Et c'est hyper intéressant, c'est enrichissant, moi, je trouve. Et moi, je fais partie des gens qui, si tu me mets de 9h à 17h dans un bureau, en fait, au bout de 3 jours, je te prends mon ordinateur, je te le casse sur la tête. Tu pètes un câble, ouais. Je pète clairement, je pars en dépression. Donc, il a fallu du temps, mais aujourd'hui, j'accepte et ça va beaucoup mieux parce que ça aussi, c'était pas possible de me dire, si tu es entrepreneur, il faut que tu travailles telle heure à telle heure, chaque jour. Non, mais ça a été un combat très long de me dire, non, tu as le droit de faire plusieurs choses à la fois. Maintenant, il faut paramétrer, il faut se dire, OK, ce temps-là, je le prends pour tel projet. Ce temps-là, c'est pour tel projet, et de mettre son énergie, effectivement, sur des temps limités, tu vois. En tout cas, moi, c'est ce qui fonctionne chez moi. Si je suis dans mon sport, je suis consciente d'être dans mon sport. Ça, c'est très important pour les entrepreneurs. C'est une fois que tu fermes un projet, tu le fermes vraiment, tu te concentres sur ce qui est à côté. C'est ce qui est le plus dur, d'ailleurs. Ouais, c'est très dur. Ouais. Surtout quand tu as des deadlines, tu vois, quand tu dois... moi, des fois, il y a des périodes où, ce mois-ci, il y a ça. Enfin, tu vois, il y a 2-3 trucs hyper importants. Je me dis, ah ouais, ok. Bon, on planifie, tu vois, il faut planifier. Et ce qui m'a aussi... Alors, pas sauvé, mais ce qui m'a aussi soulagée, j'ai mis du temps à le faire. Mais en fait, je suis toujours longue à la détente. Ça a été de déléguer. Ouais. Voilà. Ça, c'est con, mais je voulais pas au début. Je disais non, je suis dur capable déléguer, de tout faire. C'est dur. Ah ouais, c'est dur. Ouais, déléguer. mais je délègue, mais je suis toujours en train de râler parce que je dis non, ça va pas, ça va pas. Ouais. Mais en vrai, c'est bien. En vrai, de toute manière, c'est une des choses qu'on apprend pour être un bon entrepreneur, c'est qu'il faut apprendre à déléguer. T'es obligé, en plus, tu délègues avec des gens dans le monde qui sont meilleurs que toi, justement, dans ce que tu as délégué. Exactement. Quoi. Mais de toute manière, je l'ai toujours dit, moi, j'ai jamais été compétente ou performante sur les domaines dans lesquels je suis. Il y a forcément quelqu'un ou quelque chose qui va m'assister. C'est comme gagner une compétition de CrossFit, je ne l'ai pas fait toute seule, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est là, des choses que je traverse en tant que femme, je me fais accompagner. C'est pas moi qui est sur... les gens me voient, entre guillemets, tu sais, un peu plus genre dans la lumière parce que je suis celle qui est sur les réseaux, mais derrière, c'est pas que j'ai une équipe, mais c'est que je vais chercher l'assistance. Je vais chercher les gens qui vont m'aider pour justement passer des caps. Magnifique. Mais écoute, non, on va rendre l'antenne, hein, mais enfin l'antenne. On va finir comme ça. On va rendre l'antenne. Non, mais en tout cas, non, c'était un bel échange. Tu vois, on a parlé un petit peu en off. J'ai essayé de faire un. Il y a peut-être qu'il y a quelques redites, je me rends pas forcément compte là maintenant, mais. On va pas parler des femmes. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, on pourrait en parler un petit peu. On peut prendre un petit peu de temps. On peut prendre 10 minutes en plus, Cédric 10 minutes. 5. 5 minutes, allez, on prend 5 minutes. C'est du direct. Donc du coup, écoute... J'ai imposé des questions sur les femmes et les filles. Allez, vas-y, on peut lancer. Du coup, on t'écoute sur ce sujet-là. Je te laisse prendre le lead. Oh là, c'est compliqué, ça. Écoute, aujourd'hui, j'ai 40 ans. Ouais. Et je traverse pas mal de choses, comme toutes les femmes, quand elles vont le traverser. Ça peut être à 30, 35, 40, 45. Et j'aimerais que les filles comprennent que ce qui est très important aussi dans l'activité physique, c'est qu'on ne peut pas s'entraîner comme les hommes. Et ça fait partie de mes prochains projets. On n'en parle jamais, t'as raison, on n'en parle jamais. Ouais. Et Dieu sait que je fais partie des filles qui vont dire girl power, féministe. Non, on a des biceps aussi gros que les garçons. Pas dans ces extrêmes-là. Oui, bien sûr. Mais en vrai, pas du tout. On a vraiment, nous, des paramètres à prendre en compte. Et souvent, je vois des filles qui sont perdues parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'elles n'ont plus la même énergie qu'avant, parce qu'elles peuvent plus s'entraîner comme avant. Alors, ça peut être par rapport à un certain âge, mais ça peut être aussi par rapport à la blessure, par rapport à un accouchement aussi, après un accouchement. Et en fait, je trouve que c'est pas assez mis en avant, tu vois, le rapport du corps de la femme par rapport à l'activité physique. Pourquoi on le fait ? Est-ce que c'est pour être juste en bonne santé ? Est-ce que c'est aussi pour de la performance ? Est-ce qu'on peut performer quand on revient d'une grosse blessure, quand on revient d'un accouchement et quand on traverse la périménopause ou la ménopause ? La réponse est oui. La réponse, c'est qu'il y a des solutions. Il faut trouver des gens compétents qui nous accompagnent. Mais ils sont où ces gens compétents, justement ? Il y en a actuellement ? C'est compliqué. Déjà, il faut faire des analyses, notamment, là, je parle des femmes de plus de 35 ans. Ouais. Là, c'est plus, tu vois, des analyses, que ce soit avec le médecin généraliste, l'endocrinologue ou le gynéco. Si c'est de la blessure, il faut arriver à trouver
quelqu'un qui va t'accompagner sur de la préparation physique, donc de la réathlétisation. Et vraiment, là, juste le petit point à préciser, c'est que la puissance, on va dire, la puissance chez la femme, c'est l'adaptation. C'est vraiment l'adaptation, que ce soit par rapport à nos cycles, par rapport à notre âge, par rapport à notre fatigue, par rapport au postpartum. C'est de se dire qu'il va y avoir des vagues dans les mois, en fait, chaque semaine où tout va vraiment bouger. Et c'est un flow qu'il faut arriver à apprivoiser. Et ça, c'est hyper intéressant parce que si on ne se connaît pas, on ne peut pas performer, que ce soit dans le sport ou même dans la vie. Et on ne peut pas être une bonne femme, une bonne maman, une bonne compagne si on ne se connaît pas. Et ça, c'est un peu le combat en ce moment que je mène. C'est un super sujet parce que c'est vrai que moi, du coup, je connais rien. Enfin, oui, c'est vois, normal. Mais je découvre. Hein, En fait, j'avais vu des podcasts, je t'ai coupé la parole, je suis désolé. Mais notamment par rapport au cycle. Ouais. Parce que moi, j'ai des sœurs, etc. Bah, forcément, on connaît tous des filles. Et déjà, juste au niveau des cycles, je constate, peut-être que je me trompe, mais que déjà, les cycles sont pas forcément les mêmes, tu vois. Ouais. En fait, c'est là toute la complexité. Bah ouais. C'est que chaque femme est différente. Tu vas avoir des filles qui vont avoir des cycles qui sont avec des SPM très prononcés et d'autres pas du tout. Moi, je n'ai jamais eu de problème jusqu'à 36-37 ans, pour te dire. Okay. Donc, si tu veux, je me sentais pas concernée. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas non plus dramatique, on va dire, les symptômes que je peux avoir, mais ils sont à prendre en compte parce que le corps d'une femme va évoluer. Et donc déjà, c'est apprendre à se connaître, donc ça peut être prendre des notes, tu vois, marquer sur une application qu'on a tous sur nos... Ouais, de dire, bah voilà, là, cette période, genre, comment je me sens juste avant, bon, bah généralement, on se sent pas bien. Et c'est le moment où il faut adapter peut-être une pratique sportive, mais je suis pas en train de dire que c'est parce que tu as des SPM violents ou parce que tu rentres en périménopause ou parce que tu es en ménopause ou parce que tu as 50 ans qu'il faut faire du yoga ou du pilates. Je ne suis pas en train de dire ça. Au contraire, on va parler de renforcement musculaire, de soulever des poids, de mettre de l'intensité et d'adapter en fonction de sa forme sans rentrer trop dans le « je m'écoute trop ». Tu vois ce que je veux dire ? C'est « ok, j'ai ça, c'est un fait, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux ?» C'est pas juste pleurer et s'allonger sur son lit. Pour certaines personnes, ça va être le cas. Ça va être très compliqué. Donc, on va parler de compléments alimentaires, des choses pour soulager, des plantes, des tisanes, des choses comme ça. Et il y en a, au contraire, ça va être de l'activité. Ça va être une solution, en fait. Ça peut être, tu vois, comme un remède. Le mouvement peut apporter des améliorations pour toutes les femmes. Et là, évidemment que je vais m'adresser à celles qui ont plus de 35 ans parce qu'on est encore dans le passé un certain âge, on va ralentir le sport, l'activité physique parce que en plus je perds de la masse musculaire. Oui, tu vas perdre ta masse musculaire parce que ton métabolisme est ralenti. Ça, c'est un fait. Mais le métabolisme n'a pas d'âge. C'est à toi de contrer ça et de se dire, moi, je vais prendre le devant. Et je vais faire, tu vois, mon renforcement musculaire. Et c'est à raison de 2-3 fois par semaine. C'est soulever des poids lourds pour toi, pas pour ta voisine. Ouais, je suis pas en train de je suis pas en train de dire qu'il faut que tu soulèves 100 kilos du sol. Je suis pas en train de dire ça. Ma mère, elle a 64 ans. Donc, elle est ménopausée. Elle a traversé des tempêtes émotionnelles, forcément. Elle a pris beaucoup de poids. Aujourd'hui, elle est en train de réguler parce qu'elle fait 3 séances de CrossFit, notamment avec moi, avec un peu de course à pied et du yoga. Elle s'écoute, son corps change. Son corps se métamorphose. C'est génial, ça. Elle retrouve de l'énergie, elle se sent mieux dans son corps. Et en fait, c'est ce que je souhaite à toutes les femmes. Ça, c'est très important de le souligner, c'est que c'est pas parce qu'on passe un certain âge qu'on n'a pas une date de péremption, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, même les plus jeunes. On n'est pas à jeter, quoi. Bien sûr. Oui, ou même... pareil, non, mais t'as raison, parce que c'est vrai que toi tu parles des femmes de 35 ans et plus, etc. Mais c'est vrai que même chez les plus jeunes, moi je vois tu sais, parfois des filles qui osent pas forcément se mettre au sport pour diverses raisons, alors qu'en fait ça a plein de bienfaits. Mais il y a un point que t'as abordé qui m'intéresse aussi, c'est quand tu parlais, je crois que c'était des cycles. T'avais des filles qui avaient des RPM, c'est ça ? SPM. SPM, excuse-moi, des symptômes SPM. prémenstruels. C'est ça. Qui étaient violents. Et Ouais. En fait, comment tu peux savoir dans ce cas-là si c'est mieux pour toi de faire du sport, de pas en faire ? Est-ce qu'il faut s'écouter ? Est-ce qu'il faut tester ? Est-ce que c'est un expert qui te le dira ? Non. Ouais. Il n'y a aucun expert, on va dire, dans le secteur médical ou autre, qui va te dire comment tu dois te sentir ou qu'est-ce que tu dois faire. On peut te guider, tu vois. Mais clairement, si la veille de ton cycle ou le jour 1, souvent c'est ça, tu ne peux pas bouger, tu es allongé, tu as des crises, déjà il faut consulter. C'est la première chose. Okay. On ne peut pas rester dans ces conditions-là. Il faut consulter parce qu'il faut aller voir ce qui se passe.
Et donc là, forcément, je préfère le préciser, c'est souvent la croix et la bannière pour trouver quelqu'un qui va trouver ce que tu as. Et si tu ne trouves pas, tu changes de médecin pour jusqu'à trouver un vrai En fait, diagnostic. il faut se battre quoi, pour trouver Ouais, quelqu'un de compétent. Et quoi. après, je dis toujours, faut tester. Faut tester. Parce que moi, il y a des mois où je peux m'entraîner, la veille et le jour 1, genre j'ai de la force. J'ai pas de l'énergie, j'ai de la force. Et le mois d'après, je suis éclatée. C'est-à-dire que même marcher, c'est compliqué. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, c'est fou quoi. Non, et c'est pour ça qu'il faut communiquer, tu Ouais, vois, si bien jamais sûr. les garçons, ils ont des copines, tu vois, des petites copines, des femmes, des sœurs notamment. En fait, il faut juste communiquer, tu vois, il faut enlever ce rideau-là, ce tabou de se dire les hommes et les femmes, on ne peut pas communiquer autour de ça. Bien sûr que si, Ouais, au contraire. En fait, ça va aider dans les relations aussi. Moi, mon copain, il sait. Je lui dis, ne me parle pas. Ne me parle pas, en fait. Et d'ailleurs, je ne le calcule pas. Si j'ai une période où je sens que je suis énervée, parce que ça joue énormément sur le côté émotionnel, ça peut arriver qu'on ait envie de tout envoyer péter. On a envie d'être une autre personne, on a envie de partir, on est au plus mal. Vraiment, c'est terrible. Hein. Et bien ça, il faut le prendre en compte et il faut se dire, OK, ça va passer, mais il faut apprendre à se connaître, en fait. Et donc, pour l'entraînement, il faut adapter. En fait, je ne peux pas forcer quelqu'un, tu vois, qui est plié en deux, à lui dire, va soulever une barre. Non, va marcher. Juste va marcher, vois ce qui se passe, tu vois. Et si la personne me dit « Ah oui, mais moi, je me sens bien, mais bon, tout le monde sur les réseaux me dit que le jour 1 de mon cycle, il ne faut pas que je bouge. » Mais moi, j'ai déjà fait plein de compétitions avec des symptômes. Et quand on me dit « Comment t'as fait ?» Mais t'as pas le choix, en fait. Tu adaptes. C'est ça qui est dur, Joe, parce que quand t'es en compétition, tu adaptes. Comment tu fais là, t'adaptes? T'es obligé? Tu adaptes. Moi, je connais des athlètes qui ont dû annuler la compétition, selon le sport. Hein. Ouais, ok. Ça peut être un Ironman. Si ça tombe sur le jour où tu n'es vraiment pas bien, tu ne peux pas faire 13 heures d'effort. Hein. Moi, c'est déjà arrivé en compétition où clairement, en fait, j'ai dit à ma coach, j'ai dit, c'est pas compliqué, je n'ai pas d'énergie. En fait, genre, je m'échauffais et j'avais mon cœur qui montait, mais ma fréquence cardiaque était au plus bas. Donc, du coup, il y avait des box jumps, il y avait plein de mouvements. Et en fait, ma coach, elle me regardait, elle me disait, qu'est-ce que tu fais? J'avançais pas. J'ai dit, mon cœur, il est là. Ma fréquence cardiaque, elle est au plus bas. J'ai pas d'énergie. Je sais pas. C'est fou, ça, qu'on s'en rend pas compte du tout. Donc, en fait, on adapte. Bah ouais, parce que même pour les compètes, j'imagine parfois tu dois aussi te dire, écoute, si là, on prend l'Ironman comme exemple, parce qu'on vient de le prendre, mais si là, t'as un Ironman qui tombe telle date, par contre, ça risque de tomber dans la phase où je vais pas forcément être bien, peut-être que du coup, tu te décales. En fait, c'est une orga. Mais en fait, on peut pas. Alors, il y a certaines athlètes pour qui ça va être de l'organisation, de la logistique, hein, clairement, de regarder le calendrier. Si tu as un cycle qui est régulier, dans ce cas-là, tu reprends ton calendrier. Parfois, c'est pas régulier. Ouais. Voilà. Donc, tu vas dire, moi, mon cycle est régulier, donc je sais que telle compétition, je peux la caler là parce que c'est mon pic de forme en fonction de mon cycle. Et tu as des femmes où elles vont avoir un cycle qui est complètement irrégulier. Là, pareil, il faut consulter déjà. Parce que si c'est à 1-2 jours, tu vois, plus 1, plus 2, ça peut... Bon, voilà, on peut arriver à gérer. Mais quand c'est vraiment trop irrégulier, là, c'est compliqué. Il faut consulter. Et après, on ne peut pas demander aux organisateurs de bouger les compétitions. On ne peut pas demander aux organisateurs de s'adapter en fonction de quoi? De chaque cas? On ne peut pas. Tu peux pas. Il y a forcément des cas qui seront... Donc, ça peut arriver... Je me rappelle avoir fait des dingueries. Hein. Je n'ai pas honte de dire que... Un peu plus jeune, hein, j'étais plus jeune, j'ai pas peur de dire que j'ai eu des compètes très importantes où je ne voulais pas avoir mes règles, où j'ai repris la pilule. Ok, bah oui. Pour me bloquer. Bah, je pense qu'il y en a plein qui font ça d'ailleurs. Oui, mais alors, sache que, du coup, je le dis, ouais. moi, ça les a bloqués. Donc, je me suis dit, ouh, trop bien, comme ça, je suis tranquille pendant la compétition, mais ça n'a pas bloqué mes symptômes. Donc, en fait, j'étais quand même pas bien. J'étais quand même fatiguée. Tu vois. C'est pour ça que c'est intéressant de voir aussi, tu vois, chez les athlètes un peu qui ont touché à plein de disciplines, de compétitions, et de leur poser ce genre de questions. Carrément, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y en a, elles ont des hémorragies. Il y en a, elles ont des hémorragies selon la discipline que tu fais. J'imagine. Donc et puis il y en a, elles vont te dire, c'était le jour du pic, quoi. Genre, je volais, quoi, sur la course à pied, sur les barres, C'était incroyable, tu vois. J'ai eu des jours où, d'ailleurs, j'ai eu une compétition où j'ai eu mes règles. Le premier jour, j'avais pas d'énergie. Et le deuxième jour, j'avais une barre très lourde à soulever plein de fois en 5 minutes. Et en fait, vu que c'était mon point faible, la barre, elle faisait plus de 85 kilos. Oh, c'est lourd quand même. Et c'était des épaulés jetés. Et en fait, je me suis dit, je sais que je vais finir dernière. Je le sais, puisque c'est pas mon point fort. Je vais le prendre tranquille. Sauf que moi, c'était le jour 2 de mon cycle. C'est le jour où j'ai de la force. Et les barres...
Et j'avais des gens dans le public qui me disaient mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Et j'ai les vidéos. Hein, et en fait, ce jour-là, je dis mais je ne sais pas ce qui s'est passé. La barre, elle volait, quoi. C'est fou, ça. Et c'est des barres que je ne peux pas soulever facilement. Donc oui, en fait, c'est très intéressant. Tu vois, il faut pas le voir comme étant un problème. Il faut juste apprendre à se connaître. Ok, qu'est-ce qui se passe tel mois, avant, pendant, après. Voilà. Moi, mes entraînements, je ne les fais pas juste en fonction de mon cycle. Mais quand mon cycle est par là, juste j'observe. Tu peux adapter. Oui, j'adapte, mais je ne fais pas ce que certaines personnes font. Alors moi, pendant une semaine, je fais de la force, pendant une semaine, je fais du cardio, pendant une semaine, je fais du yoga. C'est pas comme ça que je vois les choses. Il y en a qui te vendent ça, puisque ça joue en termes d'émotion, en termes d'énergie, en termes de force, en termes d'endurance. Oui, on peut prendre ça en compte, mais il suffit de s'écouter, parce que tous les mois, tes symptômes peuvent bouger. Donc, c'est intéressant de se dire, ouh là là, tu vois, moi, ça m'arrive. Hein. J'ai des semaines, en fait, je le sens quand, tu vois, je fais de la gym. Je fais des tractions et ça a toujours été un de mes points forts. Et dis-toi qu'à l'époque, j'en faisais 17 stricts d'affilée. Solide, ouais. Non, mais bon, là t'imagines bien qu'après l'opération, si j'en fais 5-6, voilà. Ouais, mais c'était pas mal quand même pour à l'époque, putain. Ouais, et tu vois, là, depuis que l'âge avance, ma perception de l'effort, c'est par exemple, des fois, j'ai des tractions à faire. Et donc, j'en fais une, c'est difficile. Et là, je fais ouh. En fait, là, je sais que c'est pas que je suis pas en forme, c'est juste que je n'ai pas d'énergie. Okay. Donc, ça veut pas dire que je suis pas en forme, c'est juste que là, je n'ai pas d'énergie et j'ai besoin d'adapter. Et je n'ai aucun problème à passer au tirage aux anneaux, en tempo, en ISO. Ouais. Et en fait, je modifie. En fait, le mode de contraction peut être différent, la méthodologie peut être différente, mais la finalité, c'est que c'est la même chose, je fais de la force. Et donc, du coup, je vais modifier mon mouvement, tu vois, pour faire des tirages différemment. Et une semaine après, j'ai des tractions et je vais t'en taper 7 d'affilée, plusieurs fois. C'est vrai que c'est fou. Voilà. Et ça, c'est intéressant, ça, c'est quand on apprend à se connaître. C'est pas mal, tu vois, mais c'est vrai que c'est dommage parce que ça mériterait vraiment un épisode limite où on parle que de ça. La prochaine fois. C'est tellement complet. Non, mais en vrai, ça mériterait vraiment, tu prends 1 heure et tu parles de ça. Parce que c'est mais ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux mettre en avant parce que ça va plaire. Non, mais carrément, écoute, on verra au pire. Mais là, ce qu'il faudrait, c'est que je prépare aussi des questions. Parce que tu vois, c'est un peu trop. Là, je connais pas assez le sujet pour vraiment te relancer bien, etc. en plus. Mais on pourrait, à l'occasion, franchement, ça pourrait être sympa de faire ça. Mais écoute, en tout cas, excuse-moi, merci pour cet échange. Merci à toi. J'essaie de faire un peu différent, comme je te disais tout à l'heure, quand on a fait finir, mais que du coup on a enchaîné. C'était très bien. J'ai essayé, donc je te serre quand même la main, tu sais quoi. Ouais, carrément, merci. Merci beaucoup. Merci pour l'échange. Et rapidement, tu as une caméra qui est juste ici. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux, Insta, partout où tu es, YouTube? Alors, principalement sur Instagram, au nom de Jessica Vetter avec 2 A. Parce qu'il existait déjà Jessica Vetter. Ah, pour ça qu'il y a 2 A du coup. Ouais. Parce que Jessica Vetter existe déjà sur Instagram, donc j'ai dû mettre Jessica 2A Vetter. Donc principalement sur Instagram. J'ai 2 comptes. J'ai aussi le compte de ma société Extra Gym. Ouais. Je fais un peu de TikTok à mes heures perdues. Quand je m'ennuie, je fais un peu pas des lives, mais des vidéos très longues où je brasse. Et c'est tout. YouTube, pour le moment, je ne fais plus rien, mais il y a pas mal de contenu sur YouTube, que ce soit sur la gymnastique, le crossfit, le triathlon, les blessures. J'ai fait beaucoup de contenu là-dessus où les gens, s'ils veulent plus de réponses. Magnifique, mais écoute, abonnez-vous du coup à Jessica. Quant à moi, je vous remercie quand même d'être de plus en plus nombreux à écouter le podcast. Je le dis, mais ça fait 2-3 mois qu'il y a vraiment plus d'écoute, donc ça fait vraiment plaisir. Donc merci à vous qui écoutez le podcast. Abonnez-vous à Jessica, mettez des commentaires, partagez. Posez vos questions. Voilà, posez vos questions. Pour vous, c'est pas grand-chose, mais pour nous, c'est beaucoup. Et les questions, on sera content aussi d'y répondre avec Jessica. Et pareil pour les filles aussi, si on abordait un sujet quand même important à la fin. Si vous avez des questions, si ça mérite une partie 2, dites-le nous en commentaire. Et vous commentez partie 2. Et s'il y en a 10, 10, 10. S'il y en a 10, on refait une deuxième partie. Et on fera vraiment bien travailler sur ce sujet-là qui n'est pas mis en avant alors qu'il devrait l'être. Donc voilà, c'était Jessica et Quentin. Prenez soin de vous. Nous on se voit lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Salut.